Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un live Instagram entre quatre professeurs. Donc on appelle ça le face à face. Quatre professeurs de Punch Axiat. Euh, donc il y a Bonassao. Bonassao, si tu peux faire un geste, mais bon normalement on sait qui tu es. Didier Dulac, Ronan Datos et Stanislas Olivier. Je crois qu'on est tous dans des clubs différents. On est tous voilà, dans des clubs différents. Et là, chacun à son tour, on va commencer à se présenter et ensuite, en fait, on va discuter un petit peu de notre vision du punch axilat comment on le pratique, comment on le transmet et comment on s'est adapté un petit peu aux conditions. Et puis, c'est une discussion quand même qui restera une discussion de professeurs entre nous, en fait, même si on prendra les questions à la fin du live. Donc voilà, s'il y a des questions, à la fin du live, je dirai est-ce qu'il y a des questions? Et là, ce sera le moment de poser un petit peu des questions sur ce qu'on s'est dit. Et je vais laisser commencer du coup Didier, si tu veux bien. Je Écoute, t'invite il à n'y a pas de souci, commencer hein. à te présenter. On va ces hostilités. Donc, moi, c'est Didier, comme l'a dit Stanislas. Je fais partie du club AFRC La Défense 54, donc basé au Grand Est, région Grand Est. J'ai commencé le Punchak en 2006, donc au Fouchen, avec Franck Ropers. Du coup, mon Punchak est fortement influencé par l'individu en question, quoi. Et voilà. Donc, auparavant, j'avais jamais fait d'arts martiaux, hein. J'ai commencé les arts martiaux très tard. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté. Du coup, voilà, ça fait maintenant un petit peu quelques années que je le pratique en fait. Voilà. T'avais quel âge quand tu as commencé? J'avais 30 ans. Ok. Voilà, Waouh. 30 ans. Mm. Ouais, assez Comme tard. quoi, hein. Comme quoi, en fait, il n'y a pas d'âge hein, pour pratiquer. Hein. C'est vraiment, dès que tu sens que tu as cette envie, cette passion, tu sais, il n'y a vraiment pas d'âge. Hein. Souvent, tu vois, moi, je rebondis par rapport à ça sur le fait que moi, parfois, il y a des gens qui me demandent, mais est-ce que, tu vois, à mon âge, je peux encore m'entraîner, je peux faire des trucs et tout. Mais au final, enfin, que ce soit dans les arts martiaux ou dans n'importe quelle autre discipline, hein, en fait, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est Ouais, vraiment, d'accord. tu vois, si tu as l'envie et tout, euh, J'ai un je sais élève qui a pas. commencé à 65 ans. J'ai un élève qui voulait en faire depuis longtemps. Et il était consultant dans une SS2I. Enfin, il a beaucoup travaillé, il est rêvé d'en faire depuis longtemps. Il est arrivé un jour à mon club en pleine année. Et on faisait un entraînement de type un peu box style, pied-point sur les PAO. Et là, il arrive, il dit, voilà, je veux m'entraîner avec vous. 65 ans. La semaine d'après, il avait une fêlure aux côtes lors d'un entraînement, pied-point au début du cours. Il a dit, c'est pas grave, je mets un strap, je continue, quoi. Et maintenant, il a 70 ans. Et il vient dès qu'il peut, quoi. Et il sera jamais champion de penchaxilat, c'est pas son but. Mais il a un courage, il arrive à continuer à pratiquer, il a une bonne condition physique pour son âge, enfin, c'est super. Donc, Et pour voilà. rebondir Henri là-dessus, Michel, justement, c'est pas toujours en cher, hein, mais j'ai eu un pratiquant l'an dernier qui avait 70 ans, je crois, pacemaker. Donc voilà, enfin, ça prouve aussi que, quel que soit l'âge, hein, et il y a la motivation qui est là et la passion peut-être ou pas, mais en tout cas, si l'envie est présente, il n'y a aucun frein à la pratique. Et Didier, est-ce que toi, tu étais sportif avant de commencer à 30 ans? Oui, j'ai toujours fait du sport, toujours. J'ai touché un peu à tout, en fait. Et en fait, pour la petite confidence, hein, en fait, je suis issu d'une famille relativement modeste, d'accord? Et je n'ai jamais pu avoir une licence en club. J'ai toujours fait beaucoup d'activités sportives. J'en faisais enfin, toute la semaine, hein. J'ai fait ça toute ma vie, on va dire. Et quand j'étais au Fushan-kun, c'était ma première licence. La toute première licence que j'ai pu m'acheter, du coup, que j'ai pu m'offrir à l'époque. Et ça a été assez symbolique parce qu'avant, enfin, j'avais jamais officiellement été au sein d'un club et j'appartenais à aucun club auparavant, quoi. Et ça a été ma première licence quoi, sportive. Ok. Et, Voilà. est-ce que c'est quoi comme qu'est-ce que tu as comme diplôme pour enseigner du coup? Est-ce Alors, que en punchak, hein, j'ai première ceinture noire premier degré fédéral, pardon. Mhm. Et puis, parallèlement au fait que enfin, j'enseigne le punchak, j'ai aussi le diff. Donc, Le diff, ouais. en gros, Ok. ce que je voulais faire à la base, c'était enseigner. Du coup, ce qui m'intéressait, c'est la ceinture noire premier degré fédéral et le diff associé à ça pour pouvoir enseigner au sein d'un club, quoi. Et par la suite, j'ai passé un BPGEPS APT. Ouais.
Donc, pour pouvoir développer cette activité-là aussi, un niveau pro, quoi, parce que ça, enfin, tout le monde le sait, je pense, qu'on est tous bénévoles, quoi, dans nos clubs, hein. On se fait pas rémunérer, c'est une passion qui prend du temps et qui est assez dévorante, quoi, mais je voulais aussi développer ça au niveau pro, et du coup, j'ai passé un BPGEPS pour ça, en fait. APT, pour ceux qui ne savent pas, c'est Activité physique pour tous. C'est un C'est examen ça, qui dure 1 an à peu près et qui c'est permet ça, après de travailler auprès de mineurs ou aussi d'adultes dans le cadre du sport. c'est ça. Toute Euh, activité confondue. Après, tant que ce n'est pas une activité spécifique telle que l'escalade ou le ouais, canoë-kayak ou peu importe l'activité. Parallèlement à ça, j'ai passé un diplôme de tir à l'arc, d'où yes. le fait que ce soit spécifique et qu'il faille un diplôme particulier pour pratiquer cette activité-là. Au cas où les agresseurs sont loin. Euh, comme- il y a pas de souci, quelle que soit la distance, on les Ok, touche. Et j'ai passé aussi un diplôme de VTT. Donc voilà, pour être un peu voilà, précis. d'accord. Ok, Voilà, ok, merci Didier. c'est un Et plaisir. je vais passer du coup la main à Bona, si tu veux bien nous te Ouais. présenter. Donc alors moi donc je suis Bona donc moi je suis le professeur donc sur Paris donc à l'Institut du judo. C'est là-bas que je donne des cours de penchak. Donc ça fait maintenant 8 ans que j'enseigne. Moi j'ai commencé le penchak il y a Didier, toi tu as commencé en 2006, moi je suis arrivé donc en 2006. 2007 puisque Mm. quand je suis arrivé dans la salle, en fait, toi, tu y étais déjà. Hein. Moi, je me souviens des vidéos. Je me souviens même d'une vidéo de la salle de vente où on te voyait. Ouais, Justement, c'était avec Sébastien. Tu vois? à Berry, ouais. Ouais, Ouais. exactement. Et donc, je suis arrivé là en 2007. Et puis, après, ça s'est accéléré. C'est allé très vite, tu vois. Après, j'étais pas mal assidu quand même. Hein. Du coup, après, je me souviens, on avait fait aussi des cours. Tu te souviens, À à Maison-Alfort? Charenton-le-Pont. C'est pas Maison-Alfort? Charenton-le-Pont, c'est Maison-Alfort. Avec Maison-Alfort. Jean-Charles. Avec Charles. Charles. Ouais, Charles Després. c'est ça. Du coup, on a fait ça. Et puis voilà, après, ça fait donc maintenant ouais, 8 ans. Après, j'ai fait surtout beaucoup de démonstrations pour l'académie. J'avais fait, je crois, j'ai fait 2 fois Bercy. J'avais fait le Festival de Cannes aussi. J'avais fait une démonstration là-bas. C'était pour la sortie du film The Raid. J'avais fait ça. J'avais fait Oui, je ensuite. me rappelle. Ouais, c'est ça. Et puis j'avais fait pas mal de démonstrations aussi pour tout ce qui est Netflix, festival des arts martiaux, etc., plateau télé. En fait, en gros, pas mal de trucs de spectacle, etc. Je t'ai vu Et sur Combat Sport, je crois. ouais, j'ai fait ça Tu avais aussi, fait la petite Mais présentation. Ouais. Being exactement. Sport Et aussi, je crois. Being Sport ou un sur truc Bein comme ça. Sport, Ouais. exact. Et j'avais fait aussi de temps en temps, je fais aussi des petites chorégraphies donc pour des petits courts-métrages. Et puis voilà, quoi, tout Bon, simplement. c'est clair. Ouais, à Et, la cool. du coup, donc toi, c'était avant le punchak, tu faisais quoi? Ah oui, bah écoute, en fait, moi j'ai une grosse base de taekwondo, en fait, que j'ai pratiqué pendant très longtemps. Enfin, c'était vraiment le sport principal que je faisais, l'art martial principal que je faisais depuis que je suis tout petit. Et c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma pratique actuelle du penchak. Tu vois, parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, mon approche du penchak, elle est vachement influencée par justement ce que j'ai pu apprendre au taekwondo, quoi, tu vois. Ok. Est-ce que tu as fait d'autres arts martiaux ou ça a été taekwondo, Bon, puis un peu de pied-point, etc. Mais bon, après, c'est vraiment le plus, tu vois, le truc le plus vraiment, on va dire, significatif, c'était vraiment taekwondo, quoi. Taekwondo et penchak. Et en fait, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est que le penchak, moi, je voulais commencer ça, en fait, hyper tôt, parce que moi, c'était mon frère qui m'en parlait. Et à l'époque, en fait, je pouvais pas en faire. Hein. C'était pas pour les enfants. Tu hmm. vois. Après voilà, j'ai fait le taekwondo, puis à un moment donc j'ai un peu arrêté, j'avais un peu mis de côté, tu vois, la partie sport de combat, etc., arts martiaux. Puis après, tu vois, c'est quelque chose que tu ressens, tu vois, c'est un manque. Et puis après, justement, j'ai repensé à cette époque où mon frère me parlait justement du penchak, et puis après je me suis intéressé en fait à cet art-là, et puis après j'ai vu Didier sur une vidéo et je me suis dit allez c'est parti, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ok. Voilà. Et t'avais quel niveau en taekwondo? T'as pu aller Je assez, suis arrivé à la ceinture noire. Ceinture Ok, noire. ok. Avec un peu de compète? J'ai dû faire une compète, c'est tout, mais bon, il y a D'accord, longtemps, quoi. Ouais. tranquille. Ok. Merci. Je t'en Merci prie. Mona. Et on va passer à Ronan. Donc si tu peux
nous faire une petite présentation, s'il te plaît. Ouais, Ronan Datos. Alors moi, je fais des arts martiaux depuis 27 ans et du Penchak Silat depuis 22 ans. Voilà, j'ai débuté Alors aujourd'hui, là, maintenant, j'enseigne cette discipline en parallèle de ma pratique. Hein. J'ai ouvert une section à Maison Lafitte, dans l'Ouest parisien, il y a quelques années. Et voilà, pour mon parcours, moi, j'ai commencé par le karaté dans le sud de la France, à Pau, où j'ai habité toute ma jeunesse, jusqu'à mes 18 ans. Donc j'ai fait du karaté de 94 à 99. Et après, moi, je suis monté à Paris pour mes études supérieures. Et c'est à l'occasion d'une journée porte ouverte, lors de l'ouverture une nouvelle école d'arts martiaux, que j'ai rencontré Frank Ropers. Et en fait, j'ai vraiment été bluffé de la façon dont il associait la fluidité, l'ancrage, l'agilité, la rapidité du traditionnel à une vision plus moderne de l'art martial, cette défense aujourd'hui. Et du coup, j'ai commencé mon apprentissage à ses côtés à ce moment-là, quoi. Et après, du coup, dans le cadre de mon travail, de mes études, j'ai été amené à vivre à l'étranger, en province également. Mais quand même assez souvent, je revenais en France, sur Paris. Du coup, dès que je pouvais, je retournais m'entraîner avec Franck, avec les autres instructeurs de l'époque. Et par contre, quand j'étais à l'étranger, j'ai eu l'occasion de pas mal barouder, du coup, de m'entraîner aussi avec d'autres professeurs dans d'autres disciplines. Donc notamment en boxe pied-point, en MMA, avec différents styles de MMA différents. Et puis également d'autres arts martiaux de self-défense et autres, quoi. Et ça m'a vraiment permis de me questionner également sur ma pratique pour progressivement aller vers une approche un peu plus individuelle de l'art martial. Enfin, en gros, me poser des bonnes questions. Parce que quand on voit le gabarit de Franck et quand on voit le mien, c'est quand même pas le même, quoi. Franck, il va faire 1m84, 85, il est super souple naturellement. Ben, moi, j'ai pas le même métabolisme, quoi. Donc voilà, le fait de voir d'autres professeurs m'a permis également de m'ouvrir vers d'autres manières de pratiquer le Penchak Silat. Et en fait, quand j'allais voir les autres disciplines, moi, mon truc, c'était tout le temps c'était pas de piocher à droite et à gauche, quoi. C'était comment, à travers ces différentes disciplines, je pouvais améliorer mon Penchak Silat. Voilà. C'était vraiment ça, mon approche. Est-ce que tu as eu des profs? Tu as eu des profs dans chaque. C'est-à-dire que tu as eu des instructeurs dans chaque discipline ou tu es allé dans des cours co et tu as appris ce qu'il y avait à apprendre? En fait, c'était des cours collectifs ou bien en stage. Généralement, ça se passait comme ça, quoi. Ouais. Et du coup, c'était assez varié. Ouais. Quand j'étais au Canada, c'était du MMA, c'était du Combat Submission Wrestling. C'est une école créée par Eric Paulson, qui était un combattant de MMA de la Dani Nozanto Academy. Et je fais aussi de la boxe thaï là-bas. Quand j'étais en Suisse, que j'ai bossé à Zurich, là-bas, je faisais du Machado Jiu-Jitsu et du MMA. J'ai découvert le Systema également là-bas. Après, j'ai bossé à Annecy. À Annecy, j'ai fait du Shidokan. C'est un MMA japonais qui est assez super. Ça a été fait par un élève du fondateur du Kyokushinkai. Et en fait, ça se fait en 3 rounds de les compétitions. Premier round dans les règles du Kyokushinkai. Donc, c'est à main nue et on se cartonne, sauf les coups de poing dans la tête qui sont interdits. Deuxième round qui sont dans les règles de la boxe thaï. Et troisième round en MMA. Et voilà, c'était un truc un peu assez fun. Et après, en rentrant sur Paris, je me suis mis au Sambo, qui est du MMA russe. Et alors maintenant, j'ai arrêté le MMA la boxe pied-point vraiment un petit peu dur en 2014, à 34 ans en fait, parce que bon, il y a un temps pour tout, quoi. Mais maintenant encore, je continue à m'entraîner quand même, à tourner avec mes élèves en mode vraiment amateur. Hein. Et je fais beaucoup aussi maintenant d'arts martiaux internes, notamment du Systema et du Dashin Kwan. Le Dashin Kwan, c'est une sorte de Qigong martial de combat finalement. Ok. Non, c'est marrant que tu parles justement de divers styles de MMA. Enfin, tu vois, c'est que il y a un truc qui est intéressant, c'est que tu vois, souvent on dit ouais, je pratique telle discipline, mais au final, en fait, on modifie tous en quelque sorte la discipline, tu vois. Et c'est marrant que tu dis ça parce que bon, c'est vrai que les gens souvent se disent bon bah, je fais telle discipline, ça, je fais du karaté, je fais du kung fu, je fais du judo, je fais ça. Mais au final, en fait, après, ça dépend encore des fois de ce que tu recherches, tu vois. Mais je pense qu'un combattant, tu vois, qui a envie d'être libre dans sa pratique, tu vois, et de couvrir différents volets, tu vois, dans sa pratique, c'est quelqu'un qui va pas forcément rester dans, tu vois, dans un style, etc. Et d'ailleurs, ouais, je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant aussi chez toi, Ronan, c'est que toi, t'as vraiment aussi, et ça se retranscrit aussi enfin, on en parlera plus tard, mais dans tes vidéos YouTube, tu vois, où justement, tu partages aussi ton expérience par rapport à ce que toi, justement, tu as acquis comme expérience, tu vois, durant ta pratique, quoi. Mm.
Ouais, absolument, ouais. Et mais en fait, c'est indispensable. Au début, il faut avoir un cursus, un tronc commun pour apprendre tous les fondamentaux, toute la grammaire, en fait, c'est indispensable. Et Ouais. après, si on veut devenir un Proust ou un Victor Hugo d'un art martial, ça implique d'abord apprendre le français, quoi, et toute la grammaire qui va avec. Mais après, il faut savoir, justement, pour être un créatif, après, il faut savoir s'en libérer finalement. Et si on copie son prof, bah, finalement, on le singe et on restera médiocre, quoi. Vraiment, le point important capital pour moi, c'est voir découvrir ses points forts, ses spécificités en termes de métabolisme. On a tous des métabolismes différents, on a des conditions physiques qui sont pas les mêmes, on a et du coup découvrir ses points forts, physiques, psychiques, mais aussi en termes de technique. Est-ce qui nous parle le plus? Est-ce que c'est plus les percussions? Est-ce que c'est plus le fait d'aller au sol? Enfin, on a tous des choses qui nous parlent davantage et Ouais, faire c'est de ça. ces points forts des points d'excellence. Et les points faibles, il faut jamais en faire. Moi, par exemple, de nature, je ne suis pas souple. Mon père était raide comme un piqué, j'ai hérité sa vie, j'ai réussi un petit peu à gagner, mais c'est abominable, quoi. Quand je voyais Franck, quand j'ai débuté, qu'il faisait des coups de pied pleine tête, à froid, etc., limite le grand écart et tout ça, je me disais, ah super, je vais m'entraîner, puis je vais faire comme lui. Bon, ben, je me suis assoupli 1 heure par soir pendant 15 ans. J'ai jamais réussi à gagner plus qu'un petit peu finalement. Ouais, Et c'est du clair. coup, finalement, il faut limiter la casse. Mais finalement, c'est quoi, moi, mon point fort? Je suis un petit gabarit, plutôt trapu. Bah, du coup, voilà, je joue sur cette stabilité, cette rapidité. Quels sont mes points forts et comment faire des points d'excellence, quoi. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu chercher. Et après, je me suis rendu compte qu'en étant petit, finalement, ben, il faut réussir à casser la distance, parce qu'en boxe pied-point, je peux dire qu'au départ, quand je restais en distance longue, je me faisais forcément défoncer la gueule. Ouais. Du coup, il faut casser la distance. Et après, je me suis rendu compte que dans tout le règne animal, finalement, ben, que font les animaux pour anéantir la distance? Ils collent, comme une pieuvre qui va coller sa proie, comme un lion, un tigre qui colle, Ouais, qui bien sûr. adhère. Qu'est-ce qui fait ça? Eh ben, les lutteurs. Du coup, ben, je me suis mis aussi un peu à la lutte gréco-romaine pour comprendre comment Mhm. on faisait pour adhérer et tout ça. Et je me suis rendu compte que les concepts fondamentaux qu'on trouvait dans tous les arts martiaux, souvent étaient exactement les mêmes. C'est-à-dire que les formes de corps vont évoluer, mais les concepts de base sont les mêmes parce qu'on a tous deux bras, deux jambes, et finalement, on s'y retrouve. Ouais, puis après, tu t'adaptes aussi par rapport à ce que tu recherches. D'ailleurs, par rapport à ça, moi, j'ai une anecdote, c'est que, est-ce que vous vous souvenez du King of Self-Defense? Ouais, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, carrément. Ouais. C'était Moi, marrant. donc voilà, ouais, c'était marrant. Tu vois, moi, j'avais participé au premier et je suis arrivé premier dans ma catégorie euh, Tonfa et Nunchaku. Alors que j'ai jamais fait de Tonfa et de Nunchaku, tu vois. Simplement, mais j'ai même pas, j'ai rien révisé. Je me souviens, j'avais fait ça avec François, mais simplement parce que et je rejoins un peu ce que tu dis, c'est que ces outils-là, j'ai su les utiliser comme si c'était le prolongement en fait de ma technique, tu vois. Et en gros, j'ai pas forcément, je me suis pas focalisé en me disant ah il faut absolument que je regarde des techniques de tonfa, des techniques de nunchaku, comment faire machin, etc. Non, je me suis imposé, j'utilisais ça comme je pouvais, tu vois. Et au final, ça m'a réussi, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un truc hyper étonnant. C'est C'est le Mais talent, ça, Benoît, c'est le talent, ça. mais c'est intéressant maintenant que vous dites ça. Moi, j'aime. Ah mais attends, mais Stan, à toi de te présenter aussi. Ah oui, merci. On est déjà parti, là, ça y est. Alors, toi, bah, finis ce que tu es en train de dire, et puis après, je me présente que t'oublies pas, sauf si Non, tu as non, déjà vas-y, oublié. t'inquiète. Non, t'inquiète, vas-y. Tu peux. Ok, alors moi, c'est Stan. Donc, moi, c'est le dernier arrivé à l'Académie Frank Roper, hein, si j'ai bien suivi. Moi, je suis arrivé, donc si je me trompe pas, c'était en 2015. C'était par là. J'ai commencé les arts martiaux, j'avais 5-6 ans par les arts martiaux vietnamiens. Mais c'était un truc d'enfant en fait. J'allais pour faire des roulades avec mes copains. Et j'ai arrêté. Après, j'ai fait du tennis, du foot jusqu'à 19 ans. Et en fait, à 19 ans, les arts martiaux m'ont appelé. Moi, j'adorais les films de kung-fu, tout ça, Jean-Claude Van Damme. Et je me suis dit, bon, bah, maman, faut s'y mettre. Et là où j'habitais, à Gignac, il y avait une école de Lamson Vodao. Moi, j'habite dans le sud, à Montpellier. Et il y a la personne qui a ramené le Lamson Vodao en France, Maître Travamba, qui est à Montpellier. Et il y avait un de ses élèves qui donnait, David Ossilia, qui donnait des cours. Et donc j'ai fait le premier cours. Et le premier cours, on était en cavalier, on mettait des coups de poing devant, tu vois, le truc de base. Et je me suis dit, en m'effondrant de douleur, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je vais te mettre d'arts martiaux en fait. Et après, j'ai pu lâcher ça. Et donc, je m'entraînais comme un fou toute la semaine. Soit c'était du Lamson Vodao, soit c'était au Tai Chi. J'avais fait les deux en même temps.
Et au bout de quelques années, je change d'école, mais toujours dans des arts martiaux vietnamiens. Ça s'appelle l'école Phong Long Vo Dao, qui est dans le nord de la France, qui est reconnue au Vietnam. Et d'ailleurs, donc, en 2012, je suis pris en équipe de France et on va faire les championnats du monde d'arts martiaux vietnamiens. Donc, moi, j'étais en partie technique, donc ce qui pour nous les Lanka, mais dans les autres, c'est Tao. Dans le karaté, c'est les kata. Et donc, voilà, je fais une troisième place au championnat du monde et j'ouvre à 21 ans mon premier club. Et à Prades-le-Lez, dans le sud. Donc, club où je fais des cours avec des tout petits, donc des 2 ans et demi jusqu'à 5 ans. Et puis après, jusqu'aux adultes, quoi. Hein. Donc, je fais cours toute la semaine. Je fais ça pendant 3-4 ans. Et au bout de 3-4 ans, en fait, un jour, je sais pas, je me pose la question, je me dis, si quelqu'un m'attrape, en fait, dans la rue, si quelqu'un m'envoie un coup de tête ou un crochet, eh ben, je ne sais pas quoi faire. C'est-à-dire que je fais des arts martiaux depuis des années et j'ai fait quand même des championnats qui sont quand même assez reconnus. Et je dis, mais en fait, si je me fais agresser, il n'y a rien qui sort, quoi. Et donc, bah, j'ai commencé à chercher un peu cette défense. Et donc là, je suis tombé sur le Krav Maga, je suis tombé sur le King of Self-Défense, en fait. Ah, Et d'accord. ça, c'était mon premier souvenir de Punchak. Ouais. Et donc, j'allais commencer à faire du Krav Maga et je suis tombé sur le King of Self-Défense et il fait, ah bah non, je vais faire ça en fait. Et donc, j'ai pris les 2 premiers DVD de Roper et j'ai commencé à les apprendre en fait. Et ensuite, je me suis dit, bon, ok, il faut que je trouve un club. Et là, par chance, il y a Marc Lemaire qui Ouais. venait d'ouvrir en novembre-décembre. Il avait ouvert son club. Et donc, moi, je suis arrivé en avril. Et j'ai commencé le punch comme ça en avril et je faisais mon premier démonstration. En fait, tous les ans à Palavas-les-Flots, il y a les moines Shaolin qui viennent. Bon, bah là, depuis 2 ans, ils viennent plus, mais normalement, ils viennent. Et donc, on a fait la démonstration pour le Festival des Arts Martiaux dans le Sud. Et donc, ça, c'était c'était un des premiers trucs en punchak. Et quand j'ai rencontré Marc, je suis allé le voir et moi, je lui ai dit tout de suite, je veux être prof. Et donc, du coup, on a bossé vraiment dans ce sens-là. Et au bout de... Donc, j'ai commencé en avril 2015 et en juin 2016, en fait, j'ai passé le premier degré AFR. Donc, j'avais pas encore passé le premier degré de la fédération. Et du coup, j'ai passé le premier degré AFR parce que bah, on pouvait le présenter. Et donc, en 1 an, ceinture noire. Et l'année d'après, j'ai passé le DIF, la ceinture noire fédérale et le CQP d'affilée. Puisque j'ai eu la chance que la Fédération française de karaté organise un CQP pour toutes les personnes qui avaient le DIF. Et donc, en 2 semaines, j'ai eu le CQP. Donc ça, c'était cool. Et donc aujourd'hui, bah, donc je suis dans le club Caméléon. C'est un club de boxe française qui font de la canne française, stretching grand écart, yoga, qui est un club de formation. Donc en ce moment, ils sont ouverts pour les gens en formation. Et je donne donc des cours depuis l'année dernière. Je donne des cours dans ce club-là. Et donc, dès que là, ça va réouvrir, et ben, on renclenche. Et donc, je donne 2 fois par semaine des cours de punchak. Une fois où c'est plus sur le travail de la technique et une fois où c'est plus sur l'art martial. Et donc là, on va voir beaucoup de choses. On en parlera tout à l'heure, mais voilà, là, c'est plus arts martiaux, même si c'est du punchak silat. Et voilà. D'accord. Bah, écoute, c'est intéressant que tu dis ça, puisque maintenant, je vais vous poser une question qui est en rapport, qui est dans la continuité en fait de ce que tu dis. C'est que maintenant, si vous deviez définir votre style de silat, comment est-ce que vous le définiriez? Et en conséquence, par rapport à ça, quelle est votre approche lors de vos cours? Tu vois, comment est-ce que tu amènes tes compétences ou qu'est-ce que ta vision des choses dans l'enseignement en tout cas? On commence par qui? Didier. Moi? Didier, Ah oui, allez, c'est parti. je suis désolé. Ma vision du punchback, elle est relativement simple. Hein. Je dis toujours à mes élèves que déjà à la base, hein, il faut rester super humble par rapport à la pratique. On a souvent dans les arts martiaux, enfin, dans tous les arts martiaux, des égos un peu surdimensionnés, quoi. Et l'idée, c'est que le punchback perdure en fait. L'idée, c'est que j'estime que moi, je suis pas grand-chose finalement, et que je suis simplement un vecteur du punchback, quoi. Que le punchback il perdure. Alors
la pratique même, je pratique la self autant que le tradi. Toujours une approche toujours sécuritaire parce que les élèves, on l'a dit, on dit Ronan et Bouna, on a différentes classes d'âge au sein des cours. Du coup, il faut prendre en compte aussi les possibilités de chacun, les limites de chacun et les emmener au meilleur de ce qu'ils peuvent faire sans blessure. Voilà, on n'est pas non plus exempt de toute blessure, hein. On est tous plus ou moins passés par là, je pense. L'idée est de toujours faire progresser les gens dans un esprit familial et en pratiquant la self et le tradi. Sachant que dans ce que je peux ressentir de ce qui se passe au sein de mon club, pour certains, le tradi n'est pas forcément quelque chose qui attire. Parce que c'est basé sur une certaine répétition, c'est basé sur des choses qui sont relativement pas traumatisantes. On va dire que ça peut l'être. Ça dépend des capacités, comme tu disais, Renan, d'élasticité, de musculaire, de souplesse. Donc, avec le temps, j'aménage ces sessions tradies pendant les cours, de façon à ne pas en faire non plus trop. Ouais. Après, voilà. Oui, excuse-moi. Après, c'est vrai que les gens souvent sont un peu réticents, tu vois, enfin, pas tous bien évidemment, mais il y en a pas mal qui sont réticents pardon, par rapport au tradi, mais il faut comprendre que le tradi amène aussi la souplesse, tu vois, Oui, et c'est aussi la racine, tu vois, du penchai, tu vois, et bien sûr. c'est ce travail aussi tradi qui te permet aussi de comprendre, tu vois, comment ça fonctionne, tu vois, le D'accord. principe des positionnements, etc. Et moi, je pense que c'est essentiel, quoi. L'équilibre, Après, l'ancrage. effectivement, après, c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois, l'aspect, on va dire, plus self, etc., c'est quelque chose qui est quand même un peu plus marketé, tu vois, c'est quelque chose qui est quand même Mm. plus visible et qui attire les gens, hein, forcément. Donc, c'est vrai que les gens vont plus vers ça, quoi, tu vois. Oui, non, en effet, c'est vrai. C'est vrai que ça fait plus fun, quoi. Enfin, c'est, entre guillemets, quoi. Le côté self-défense, c'est beaucoup plus, visible. Tu vois, c'est Hmm. pas, voilà. Alors que le tradi, c'est plutôt le côté un peu qui n'est pas trop montré, mais qui est, à mon avis, essentiel pour la Ouais. pratique, quoi. Et puis aussi, je crois hein, que dans ton club, là, ce qui est bien, c'est que c'est très bien encadré, hein, puisque il y a toi et puis deux autres profs qui sont avec toi, Ouais. hein, qui permettent d'encadrer en fait les élèves. Donc ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Après, moi, je sais que Ronan, toi aussi, au tout début, il me semble que tu donnais des cours avec une autre personne de mémoire, hein, quand tu En étais fait, en moi, j'ai Tunisie. commencé à enseigner au Club de Ménil, à Paris. C'est C'est un ça, grand ouais. complexe maison d'arts Club de Ménil. Mm, Et du coup, il y avait Grégory Leroy, et après, il y a eu mm. en plus Michael Ouz. On était à trois, en fait. Ouais. C'était super, quoi. Mais attends, mais quand vous étiez à trois, c'est-à-dire que chacun avait un créneau ou est-ce que Ouais, chacun avait un créneau. ouais, Ouais, chacun avait un créneau. On n'était pas trois en même temps. mm, Mais c'est pas plus mal, comme ça, chacun a son cours et ouais, pilote son cours. Toi, il faut mieux avoir, enfin voilà, il faut mieux qu'il y ait un chef, toi, paf, qui chapeaute le truc. Donc nous, c'était comme ça qu'on avait structuré voilà, la manière de voir Ah, les choses. Mais après, effectivement, je sais qu'il y a des clubs où il y a plusieurs instructeurs en parallèle, c'est vachement bien. Enfin, c'est très très riche. Moi maintenant, j'ai plusieurs personnes qui sont ceinture noire, ils ont pas encore leur div, donc ils ne peuvent pas encore renseigner. ouais. Par contre, voilà, ils vont quand même tourner, ils vont aider les nouveaux, les débutants, et puis tout le monde tourne avec tout le monde chez nous, enfin peu importe les grades. Donc effectivement, le fait qu'il y ait des personnes qui aient un petit vécu, c'est super pour tout le monde, hein, c'est clair. Ouais, bien sûr, bien ouais, sûr. en effet. Non, mais c'est clair. Didier, t'as combien de cours par semaine? Généralement, quand Alors, c'est ouvert, t'as on combien de a cours? on pratique dans deux dojos différents. Et on a aussi une salle municipale qui nous a été prêtée par la mairie d'une commune, donc où on pratique aussi. Donc, en gros, on pratique le lundi soir, le vendredi soir, et j'ai deux cours le samedi matin. Ok. Donc, quatre cours par semaine. C'est un peu des cours de quoi? Est-ce que c'est tous Alors, les mêmes? Est-ce qu'il y a des thèmes? en gros, on a des cours avec les profs, notamment dont on a parlé, donc Adrien Sau et Alexandre Pétry, que je salue parce que je sais qu'ils regardent. Yes, On salut est les gars. toujours en recherche du meilleur pour nos élèves. Du coup, l'idée, c'est qu'on est tout le temps en contact, en communication. On se voit hors des cours pour des réunions de préparation des cours. Et on essaie d'amener comme je disais tout à l'heure, chaque individu au sein du groupe au mieux de ses possibilités. Du coup, ça peut tourner autour du tradi un jour, plus de la self. D'accord. On essaie de mélanger. Et puis, l'idée, c'est aussi de sentir le groupe
même si tu prépares ta partition pour une séance et que tu sens que le groupe il est pas réceptif ou fatigué ou tu vois, enfin l'idée c'est de toujours coller au plus près des besoins immédiats des élèves, quoi. Donc après on a aussi une pratique aussi assez globale hein, parce que quand on dit on parle du penchak, on pense que c'est pas la panacée, c'est pas la panacée quoi, le penchak. Et je sais pas, si on tombe sur un gars qui est un grappleur, ou on tombe sur un boxeur et que le punch-jack c'est assez vif, assez rapide, le truc il dure pas très longtemps quoi. Si malheureusement le combat est fini au sol, ben, il faut savoir se débrouiller au sol. Du coup, on a une approche assez globale au sein du club. On pratique un peu de boxe pied-point, évidemment avec un cadrage sécuritaire entre guillemets, on peut se permettre. Hein, donc voilà. Et on fait un peu de grappling aussi, grappling debout et du grappling aussi au sol. Ce qui fait qu'on a une pratique assez globale. Après, on va pas chercher non plus, je suis pas un pro du grappling ni de la boxe de pied-point. Hein. Voilà. Mais au moins, on amène des petites notions. Déjà, de prendre une patate ou prendre un coup, un impact, c'est quand même déjà un truc qui peut surprendre, quoi. Là, c'est un truc, bon, quand on fait, généralement, on fait du punch-jack, on est un peu dans le confort du dojo, hein. On a le tatami, on a les cloisons qui sont un peu mal classées, et malgré tout, quelquefois, on me demande tu sais, est-ce que je vais avoir des bleus ou est-ce que je vais prendre des coups? J'ai dit, mais, évidemment, heureusement, quoi. Enfin, je parle pas des bleus, pas forcément des bleus, mais bon, j'ai dit, mais le contexte, rentre dans le contexte rue, contexte réel, dans un parking, entre deux caisses, et là, tu n'auras pas de cloison mal classée, ce sera du béton, au sol, ça sera du béton. Le gars qui va chercher des trucs, il va pas mettre des gants de boxe ou te laisser t'échauffer avant. Enfin, il faut vraiment prendre le truc de façon globale. Après, une fois qu'on a dit ça, les choses sont un peu plus claires. Là, on peut commencer à travailler, quoi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est un autre débat, mais c'est cette éternelle question de est-ce que c'est efficace, etc. Tu vois. Mais bon, après, c'est vrai que voilà. Alors, c'est un débat qui est intéressant, mais à mon sens, il est un peu faussé parce qu'on parle souvent de réalité. C'est quoi la réalité? En fait, la réalité, enfin, on ne la connaît pas, nous. On ne peut pas savoir, on ne sait pas ce que c'est la réalité. La réalité, c'est l'avenir, quoi. Qui peut prédire l'avenir? On ne sait pas. On ne sait pas sur qui on tombe, sur quoi on tombe. Ça se trouve, comme on passe la FPS, je crois qu'on l'a tous passé, on n'a pas envie d'aller faire un bouche à bouche à quelqu'un. Parce qu'on sait que c'est un danger de vie ou de mort, quoi. En fait, l'idée, c'est ça, en fait. On va pas faire un FPS pour dire, ouais, putain, ouais, les gars, bouche à bouche, je suis chaud et tout. Non, en fait. L'idée, c'est ça, le punch-up, on pratique, on se maintient en forme, on se maintient en bonne condition physique, on apprend des techniques, mais c'est pas, voilà, c'est pas la panacée, quoi. On reste humble par rapport à la pratique, quoi. Voilà. Ça marche. Et toi, alors, Stanislas? Alors moi, Comment tu, comment mon tu approche, définirais, toi, ton style même, ton style de punch-up? Tu vois, est-ce que tu es quelqu'un qui axe beaucoup, tu vois, tes techniques sur le tradi? Est-ce que j'ai pas envie de dire si tu crois au tradi, mais est-ce que tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très présent dans ton style, etc. alors moi, le tradi, ça a été toute ma première partie des arts martiaux avec les arts martiaux vietnamiens. Je faisais que ça. Et en fait, quand j'ai switché avec le punchak, j'étais en charge de self-défense. Ouais. Et là, le premier qui arrivait qui me disait non, mais le tradi, c'est efficace. Je dis mec, arrête, j'ai fait 10 ans, j'ai appris 25 trucs, je me fais éclater par tout le monde, tu vois. Donc, c'est pas efficace. Mais dans ma vision à cette époque-là, en tout cas. Et donc, quand j'ai commencé le punchak, je me suis axé sur la self et sur le programme de Roper. Et mon objectif, ça a toujours été, et c'est là encore, de former les gens jusqu'à la ceinture noire, de leur donner une base euh, le plus rapidement possible. Rapidement, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, ça veut dire se discipliner et s'amuser à apprendre le plus vite possible jusqu'à la ceinture noire pour commencer réellement, en fait. Parce que comme on dit tout le temps, voilà, jusqu'à la ceinture noire, c'est la ceinture de débutant. Et ça, mes élèves ont bien compris. Et donc, du coup, là, moi, j'ai 7-8 personnes qui sont prêtes pour la ceinture noire. Donc, on est chaud. On attend le prochain, le prochain examen et on y va. Et, euh, et du coup, voilà, je suis très axé self-défense quand j'ai commencé. Et j'ai même enlevé le tradi. C'est-à-dire que je disais aux gens, ceux qui veulent faire le tradi,
vous me demandez et ensemble, je vous l'apprends. On va dans un parc, on fait des cours privés, on fait le tradi. Sachant que moi, j'adore le tradi et que quand j'ai passé ma ceinture noire AFR, j'ai passé avec le tradi. Donc j'ai fait les 8 lancas, toutes les descentes au sol, tout ça, quoi. Donc, tu t'es régalé, quoi. ah ouais, c'était super. Ah ouais, c'était génial. Et, mais c'est vrai que je pouvais pas dire que c'était bon parce que pareil, j'ai eu des problèmes de santé musculaire, articulaire liés au tradi. Alors que mes maîtres me disaient, fais, pratique et tu seras en bonne santé. Et au bout de 10 ans, alors que je pratiquais comme un dingue, j'ai des blessures partout. Donc je dis, il y a un souci. Donc heureusement, un jour, je tombe sur le rouleau de Christophe Cario et hop, au bout de 2 semaines, j'avais plus rien. Ouais. Donc j'ai dit, ah mince, pendant 10 ans, on me dit pratique les Tao et les Lanka et ça va aller mieux. Et puis en 2 semaines, on me dit fais du rouleau et ça va mieux en 2 semaines. J'ai dit, bon, bah, il y a un truc à aller chercher, quoi. Donc moi, ma pratique, elle est beaucoup sur la self et la santé. Et je base donc mes cours et mes objectifs là-dessus. Donc généralement, mes objectifs sur 3 mois, c'est que personne ne se blesse, au contraire, que leur santé progresse. Donc ça, j'ai eu des énormes résultats avec des gens qui avaient des hanches complètement bloquées et qui ont réussi à débloquer leurs hanches, par exemple. Et ensuite, j'ai des très bons résultats généralement sur les passages de grade. Les gens qui s'investissent bien, qui s'investissent 2 fois par semaine, parce que moi j'ai 2 cours, généralement au bout de 3 mois, ils passent une ceinture. Ils sont assez déterminés, puis je booste pour que ça se passe comme ça. Et les gens qui pratiquent 1 fois par semaine, généralement, ils mettent 1 an à mettre une ceinture. Et puis d'autres arrêtent tout simplement parce que voilà, ils ont atteint ce qu'ils voulaient atteindre, quoi. Ouais, et puis après, il y a aussi, je pense, vous m'interrompez si je me trompe, mais il y a beaucoup de gens aussi qui se mettent dans une discipline en faisant une sorte de course au grade, tu vois, à la ceinture. Tu vois? Moi, je me souviens, j'ai une anecdote, il y avait, c'était à Vanves, il y avait un mec qui était venu, il s'appelait Timothée. Non, ça vous dit rien? Bien sûr. Bien sûr. Ah, un costaud, un mec barbu, tout ça. Exactement, exactement. Et donc, il était il venait donc à Vanves, donc il était arrivé, je sais plus, c'était au mois de avril, quelque chose comme ça. Et donc, il venait chez nous, il s'entraînait, et en gros, tu as le passage de grade fin juin. Et il voulait passer genre 2 ceintures. Donc, moi, je lui ai dit, écoute, il y a des gens qui sont ici, ça fait un petit moment, tu vois, donc par respect, tu vois, ils se sont tapés toute l'année. Enfin, tu vois, attends un petit peu. Même moi, je te le conseille, même techniquement, tu vois, attends un petit peu. Ouais, non, je veux la passer. Bon, ok. Et je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, mais en gros, je me suis retrouvé à tourner avec lui, tu vois, où c'était le conditionnement. Ah, j'ai envoyé, tu vois, bam, bam. Tu veux présenter une ceinture, il faut que tu vaux cette ceinture, tu vois. Donc, j'avais envoyé. Et je crois que justement, à la fin du passage de grade, on avait fait donc un resto, tu sais, avec Franck, etc. Tu sais, il y a un restaurant chinois juste à côté, tu sais, du Fuchs, où on parlait. Il disait, ouais, tout, j'ai eu un appel, j'ai eu Timothée, il m'a dit oui, enfin, un mec qui m'a appelé, il m'a dit, ouais, l'autre, il m'a détruit, etc. Enfin, je sais pas quoi, enfin, c'est une histoire complètement, un truc trop bizarre, quoi, tu vois. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, Stan, moi, je sais pas vous si c'est pareil, mais moi, je suis plutôt du genre à faire passer les ceintures, mais 1 fois par an, tu vois. Et j'ai même des élèves qui, pendant une année, parfois, ne passent pas. Ça leur arrive de ne pas passer. Parce que j'estime que. Mais après, c'est une vision, c'est personnel, encore une fois, hein, ça n'engage en rien, tu vois, machin. Mais moi, dans ma conception, je me dis toujours que un élève, pour arriver à une ceinture, doit remplir certaines cases, tu vois. Après, ces critères-là, bien évidemment, elles sont personnelles par rapport à ce que toi, tu donnes comme enseignement. Mais c'est vrai que moi, je suis plutôt, comment dire, partisan du tu t'entraînes et à la fin, on verra ta ceinture. Tu vois? Ouais. Moi, je Après, suis je sais pas vous plutôt, comment ça fonctionne de votre côté, tu vois. Didier, toi, tu as combien de plutôt, passages plutôt d'accord. En par an? gros, pour parler de mon club, on fonctionne toute l'année. On ne s'arrête pas au mois de juin. Vu qu'on a une salle municipale à laquelle on peut accéder toute l'année, j'ai les clés de la salle du coup. Quand les cours au dojo s'arrêtent dans les dojos municipaux, nous on continue pendant l'été, quoi.
Ouais. on va dehors, où les cours s'arrêtent quasiment jamais, quoi. Ce qui fait que avec mes collègues profs, on organise le passage de grade au mois de juin. Et pour ceux qui viennent notamment en cours d'année, janvier, février, je sais pas, un truc comme ça, et qui travaillent assidûment de janvier à la rentrée en septembre, je fais un passage de grade au mois d'octobre, qui permet aussi à ceux qui arrivent au mois de juin, au mois de septembre à la rentrée officielle, de voir un peu à quoi s'attendre, Ouais. voir un peu ce qu'on demande comme minimum technique Ouais, bien sûr, bien pour sûr. un passage de grade. En fait, on prend ça un peu comme pas un modèle, mais Ah, un outil une sorte de pédagogique, c'est un outil pédagogique. voilà, un truc on peut voir un peu ce qui est le minimum requis pour passer dans le grade, quoi. Et là, Et les toi, gens Renan? proposent des cours à fournir pour ça, quoi. Ok. Et toi, Renan, comment tu vois le truc? Comment ça se Et passe passage de grade? Ouais. Sur les passages de grade, alors nous, on en fait 2 par an, mais globalement, je préconise à mes élèves d'en faire 1 par an. Après, moi, les grades, je cours vraiment pas derrière, quoi. Je trouve que le niveau, moi, je vois quand je faisais du karaté à l'époque pour voir la fin de tournoi, putain, c'était sacrément dur, quoi. Moi, je pratiquais le karaté de la JK, la fédération japonaise, et la noire, c'était super, super dur. Maintenant, quand je vois les mecs en karaté qui passent à noire, mais c'est à chier, c'est une ceinture orange de l'époque, quoi. Et malheureusement, dans beaucoup d'arts martiaux, c'est ça maintenant aujourd'hui, quoi. Donc, moi, globalement, la seule ceinture que j'ai trouvé compliquée, c'est la noire de la FR. Voilà, où tu avais 3 heures à temps plein, tu passes tout, et puis c'est sous stress. Ça, c'était vraiment intéressant, quoi. Les autres, j'ai souvent été un petit peu déçu. Moi, je dis à mes élèves, c'est intéressant de le faire parce que c'est aussi un signe d'humilité, de se dire, je passe devant un jury et j'accepte de me remettre en question avec le stress et tout ça. Et on se rend compte que souvent, on peut être bien moins bon voilà, devant un jury qu'on l'est normalement dans une salle. Moi, ce que je fais souvent, par contre, c'est pour eux aussi. Et du coup, je filme le passage de grade et après, je leur envoie la vidéo. Et pour eux, c'est un moyen pédagogique de se voir a posteriori parce qu'on se voit pas de l'extérieur, en fait. Et du coup, ça, j'essaie de le faire assez fréquemment. Et c'est un outil complémentaire. Après, pour eux, je leur dis, ceux qui veulent plus tard enseigner, ben, il faut bien sûr, voilà, il faut avoir un grade qui a une valeur, une vraie valeur qui est reconnue Ouais. et le grade qu'on a est long, donc c'est important. Après, voilà, pour moi, quelqu'un me dit, je suis tel niveau, tel dan, etc. Maintenant, moi, j'ai complètement démystifié le truc, mais à 300%, quoi. Ouais. Et en fait, le passage de grade valide un niveau théorique. Voilà, un niveau purement théorique. Mais on sait que le combat réel, tout à l'heure, on abordait un petit peu le contexte du combat réel. Le combat réel, c'est exactement l'inverse. C'est comment faire face au chaos, en fait. Comment je fais face au chaos du combat, comment j'arrive à gérer la peur, comment j'arrive à absorber les coups. En fait, en gros, c'est tout ce qui n'est pas vu en passage de grade. Donc, une fois qu'on a compris ça, ben voilà, on comprend que c'est des choses qui sont complètement séparées. Maintenant, moi j'aime bien passer mes grades parce que c'est une remise en cause. Moi, je suis 4e dan de Penchak. Enfin voilà, donc si j'y croyais pas, je le ferais pas. Mais pour moi, parce que c'est plutôt sympa, c'est l'occasion de revoir un petit peu les anciens et tout ça, parce que du coup, bah, souvent voilà, on se retrouve à ces occasions-là. Mais je fais vraiment, vraiment la part des choses, quoi. Non, c'est clair. C'est intéressant ce que tu disais sur le fait de comparer un peu, tu vois, à l'époque, on va dire entre guillemets, et maintenant. Ah ben il y a un monde. Comme tu dis, il y a un monde, tu vois. Et c'est vrai que, alors, moi, tu vois, par exemple, moi, dans mon enseignement, tu vois, c'est quelque chose que j'essaie de garder, c'est cette rigueur, tu vois, ce côté vraiment euh, dur au mal, tu vois. Après, tu es obligé de t'adapter forcément par rapport aux gens qui viennent. Petite anecdote, quand je faisais, par rapport à ce côté dur au mal, quand je faisais du karaté, donc après, quand j'étais adolescent en fait, hein, donc c'était super dur comme entraînement. Et puis c'était t'enchaînes 200 coups de poing, tu sais, l'entraînement japonais à l'ancienne, quoi. Moi, ça m'arrivait souvent, c'est le prof qui me disait de sortir parce qu'il commençait à voir que en fait, j'avais tombé dans les pommes, quoi. J'avais les sueurs froides. Et il me disait, alors que normalement, on n'avait pas le droit de sortir, hein. Mais pour dire qu'il fallait aller jusqu'au bout, j'avais les jambes qui tremblaient, etc. Il m'a dit, hop, va prendre un verre d'eau et tu reviens après. Parce que j'étais au bord j'étais au bord de l'asphyxie et du chaos à chaque entraînement. Et ça maintenant, ça maintenant, si tu fais ça, on dit, ouais, c'est des fous, c'est des violents, tu passes pour un psy, enfin, tu passes, alors qu'en fin de compte, c'était le standard des arts martiaux il y a 17-18 ans, quoi. Non, bien sûr. Bien sûr. En fait, la société a vachement évolué, quoi. Voilà. Mais après, enfin, pourquoi pas? Il faut savoir pourquoi. Est-ce que les gens viennent, encore une fois, pour se détendre, ou est-ce qu'ils viennent pour autre chose? Ouais, on a abordé la question des justement de la self-défense, etc. Moi, avec mes élèves, je suis du coup, je prends un petit peu le relais sur ça. C'est l'occasion, c'est qu'en fin de compte, quand on parle d'arts martiaux, il faut bien comprendre de quoi on parle. Il y a l'aspect traditionnel. Effectivement, en gros, c'est comment une discipline était pratiquée à un moment donné de l'histoire, dans un lieu donné de l'histoire. Par exemple, le Penchak Silat de Yogyakarta des années 50, enseigné par un tel.
Donc, après, il y a la partie self-défense, qui est l'adaptation de cet art martial au contexte occidental contemporain. Du coup, il n'y a pas un style de self-défense, c'est une manière de pratiquer la self-défense. Ouais, bien sûr. Après, il y a la partie sportive, et en gros, qui est où en gros on a désamorcé, si on parle de combat sportif, on a désamorcé les techniques les plus dangereuses pour préserver les combattants. Et par contre, on cherche à se défouler dans un cadre sportif qui est quand même viril. Et après, il y a l'aspect santé. Et c'est vrai que pour moi, je suis dans mon approche, j'ai vraiment une approche qui est complètement globale. Et moi, j'ai vraiment acquis la conviction que si on a une lacune sur l'un de ces 4 volets, eh ben ça pâtit à tous les autres, aux 3 autres. Par exemple, quand on voit des personnes qui font que de la self, et ben souvent en fin de compte, ils font un petit peu une sorte de ragoût de plein de trucs de self qu'ils ont vu à droite et à gauche, qui finalement n'est que le témoignage d'un manque de compréhension fondamentale de l'art qu'ils étudient à la base. Ouais. Après, ceux qui font uniquement, et en plus, et souvent, comme c'est une sorte de ragoût, il manque l'essentiel, donc la stabilité, l'agilité, l'ancrage, que confère le traditionnel. Ceux qui font que du traditionnel, c'est le même problème, c'est qu'ils ont souvent une vision assez dogmatique des choses, qui est complètement, on en parlait à l'instant, qui est complètement incompatible avec le combat réel. Et après, du coup, d'où l'importance derrière de faire du combat. Du coup, du combat pied-point, MMA, où quand même on va protéger les combattants. Parce que là, on va commencer à appréhender le contact, la peur, la gestion de la peur, la gestion du chaos du combat. On se rend compte que putain, on a beau s'entraîner, on prend quand même plein la gueule. En revanche, faire que de la boxe pied-point ou du MMA, c'est pas suffisant parce que toutes les techniques les plus efficaces ont été enlevées en fait. Un arrachage d'oreille, arracher la lèvre, etc. Toutes ces techniques-là, c'est enlevé et heureusement du sport de combat. Et pourtant, quand il y a une grande différence de gabarit, moi je suis un petit gabarit, je fais 70 km, 70, ce qui peut me permettre d'équilibrer, c'est ça. Quand tu commences à arracher du cartilage de l'oreille, que le mec fasse 1m50 ou il fasse 2m20, ben là on est équivalent quoi. T'arrêtes, ça part très vite. Le nœud de la lèvre, voilà. Et après, il y a la partie santé. Et là, c'est de faire le lien avec ce que disait, ce que plusieurs d'entre vous disiez à l'instant. C'est que, pour moi, l'art martial doit non seulement préserver la santé, mais ça doit également la renforcer. Et en fait, je dis ça parce que moi, je suis allé en Inde. Et dans l'Inde du Sud, il y a le Kalaripayat. Et moi, je suis allé du coup en Inde du Sud spécifiquement pour ça, en fait. Le Kalaripayat, c'est l'ancêtre des arts martiaux. Et j'étais fasciné parce que eux, là-bas, l'approche santé, elle est colossale. Et ils disent effectivement, on peut avoir la meilleure technique du monde. Si on a un corps qui est tout malade, tout pourri, on fera pas grand-chose, quoi. Et du coup, quand on voit tous les arts martiaux traditionnels, qui étaient des époques aussi où les combattants, ils faisaient du combat de survie, hein, donc les grands combattants étaient aussi des médecins. Enfin, voilà, il y avait vraiment cette approche. Les maîtres, et en gros, les points de vie étaient aussi les points pour tuer, quoi. Et ça, c'est vrai en Inde, c'est vrai en Chine, c'est vrai au Japon. Il y a tout le temps ce corollaire qui maintenant est très orienté arts martiaux internes, mais qui traditionnellement fait partie des arts martiaux. C'est-à-dire, si tu pratiques un art martial et en gros, la pratique de ton art martial t'abîme la santé, alors que tu le pratiques dans le but de rester en bonne santé dans le cas d'une agression, dire ça même t'être fait agresser, c'est déjà foutu en l'air, quoi. Enfin, c'est complètement débile. Donc, pour moi, il y a bien cette vigilance de rester en bonne santé. Et du coup, par rapport à ce que tu disais, Stan, effectivement, pour rapport au traditionnel, moi, je suis allé aussi m'entraîner un petit peu en Indonésie. En Indonésie, déjà, j'étais un gabarit hyper épais par rapport aux gars moyens de là-bas. Et puis surtout, là-bas, c'est un climat qui est chaud et humide. J'ai jamais été aussi souple que là-bas, en fait. Le contexte, le contexte de la météo fait qu'on a un corps qui n'est pas le même qu'ici, quoi. Donc, effectivement, on arrive à descendre sur les positions. Beaucoup plus qu'ici. C'est pour ça qu'il faut réadapter. Et pour moi, c'était vraiment tout le miracle un peu du Penchak Silat. C'est que le Penchak Silat, c'est pas un style qui est figé. Le Penchak Silat fonctionne comme un virus. C'est un art martial qui est adaptatif. Il a toujours été adaptatif. C'est pour ça qu'il y a 200 ou 300 styles de Silat différents, rien qu'en Indonésie. C'est pas qu'il y a 300 styles. C'est qu'en fait, on est amené à chaque fois à avoir une appropriation individuelle de l'art en fonction du contexte où on le pratique. Et c'est ce qui fait que les techniques traditionnelles ne sont pas une finalité en soi. C'était adapté encore une fois à un contexte donné, à un moment donné de l'histoire, dans certains contextes de Malaisie ou d'Indonésie. Mais Maître Turpinge, quand il est arrivé en Europe pour adapter le Penchak Silat, il a vite compris que dans les ports d'Amsterdam, avec les Golgoths qui faisaient 1m90 et sur du bitume, il fallait réadapter les techniques, en fait. Et c'est ce qui nous a été tous amenés à faire. Donc, effectivement, pour moi, le tradi, je l'applique pas comme une finalité, mais comme un moyen pour développer stabilité, ancrage, agilité, fluidité, quoi. Voilà. C'est vraiment, moi, comme ça que je consomme mon approche du Penchak Silat, comme moi, je le pratique, et puis également, comment je l'enseigne. Et c'est vrai que j'ai beaucoup d'élèves qui, au début, viennent pour l'aspect self-défense, parce que, on est qualifié quand même d'art martial de self-défense, mais je pense que beaucoup restent parce que progressivement, ils découvrent les différentes facettes du puzzle, et ils trouvent que c'est ça qui fait quand même l'intérêt de notre approche et de notre pratique.
Non, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Puis d'autant plus que on a quand même la chance de pratiquer quelque chose qui est beau, tu vois. Faut aussi sortir, tu vois, du côté, on va dire, bagarre, efficacité, mais même artistiquement, c'est beau, tu vois. Et Bien sûr. moi, par exemple, enfin, on est tous, aujourd'hui, on a tous un enseignement commun qu'on a reçu. Et pourtant, nous quatre, on a des styles complètement différents, tu vois. Mhm. Et je pense que ça rejoint aussi ce que tu dis, c'est-à-dire que ce qui est intéressant avec le penchak, c'est que tu peux t'approprier des choses et, tu vois, par rapport à ton expérience, etc., ressortir quelque chose de, je vais pas dire différent, parce que c'est pas différent, au final, tout se retrouve, mais quelque chose qui est plus identitaire à chacun, tu vois. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant. Tu vois, par exemple, moi, dans ma pratique, donc, tu vois, c'est quelque chose qui, avec. Bah là, je refais le parallèle avec ma pratique du taekwondo. J'ai énormément pris des choses que j'ai acquis au taekwondo et je les ai réadaptées, tu vois. C'est-à-dire que moi, dans ma pratique même du penchak, il y a un principe qui est important pour moi, c'est les steps, tu vois. C'est le principe de mouvement de pied. Tu vois, positionnement de jambes, etc. à chaque fois qu'on frappe pour optimiser en fait l'explosivité. Tu vois, et c'est quelque chose que j'ai toujours recherché dans ma pratique, c'est ce côté explosif. Parce que peut-être que depuis toujours, bah, j'ai toujours été conditionné, on va dire, à faire des travaux explosifs, explosifs. Et c'est justement, c'est aussi ce que j'essaye d'amener, tu vois, à mes élèves, c'est ce côté vraiment explosif. Et bien évidemment, pour ça, il y a aussi bien un travail technique qui doit se faire, qui est là, qui est vraiment très difficile dans le sens où, bah, comme je l'ai expliqué pour le travail des steps, bah, c'est de savoir comment tu positionnes ton pied, etc., le travail des drills, etc. Et puis tu as aussi le travail, on va dire, santé, où là, en fait, tu vas avoir énormément de travail de souffle, tu vois. Et c'est vraiment cette énergie interne, en fait, que tu dois réussir à faire ressortir pour être vraiment explosif. Parce que souvent, tu vois, moi, j'ai des élèves qui me disent, mais bah, comment tu fais pour être explosif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il y a un travail. Après, c'est vrai que le physique, tu vois, le potentiel physique de chacun, il est pour beaucoup aussi, tu vois. C'est-à-dire Ouais. que plus tu vas travailler, plus tu vas développer ce potentiel interne, et plus tu auras les compétences, on va dire, de faire. Après, bien évidemment, il y a des gens qui sont prédisposés à être explosifs, il y en a qui seront toujours mous, hein, tu vois. Moi, j'ai des élèves que j'ai eus avant qui ont toujours été un peu mous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas du tout efficaces ou pas bons. Non, c'est juste que c'est pas leur, tu vois, c'est vraiment leur façon d'être. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est très important, c'est que moi, dans mon approche, quand je donne les cours aux élèves, c'est que je donne énormément de liberté à leur créativité. Tu vois, c'est-à-dire que souvent, tu vois, je ne sais pas si vous c'est pareil, mais quand tu Ouais. montres une technique, tu as des élèves qui te disent, ouais, mais Bonin, si je fais comme ça, est-ce que ça marche? Alors, toi, tu as ton avis, mais en fait, moi, ce que je leur réponds, c'est, mais si toi, tu crois à 100% à ta technique, elle sera plus efficace que ma technique dont tu vas croire à 50%. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis Ouais, croire, on ne exactement. parle pas d'efficacité dans la rue. Non, on n'a rien à faire de ça, tu vois. Mais quand je dis, c'est la conviction, tu vois, de donner le geste, etc. Et c'est aussi important de pouvoir faire des techniques où tu te sens à l'aise, où tu crois complètement à ta technique. Quand je dis que tu crois, c'est-à-dire que ça implique bah, quand tu donnes un coup de poing, c'est pas, ah, tu t'arrêtes pas juste là, etc. C'est, tu vois, vraiment le relâcher du corps, vraiment l'expression totale du corps, tu vois. Donc, vraiment, moi, c'est un truc qui est très, très, très important pour moi. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très intéressant, c'est que selon les différents professeurs, bah, par exemple, Ronan, toi, moi, je vois avec tes vidéos, tu vois, tu couvres quand même une très grande palette de techniques, tu vois, au sol, etc. Et tu as une façon de bouger, tu vois. Moi, tu vois, il y a un truc que j'ai beaucoup, enfin, sur laquelle j'insiste beaucoup avec mes élèves, c'est le principe de rythme, tu vois. C'est-à-dire que moi, vraiment, j'essaie de cadencer à chaque fois les techniques. Pour moi, c'est comme si c'était, en fait, et quand je disais que tout à l'heure, le penchak, c'est beau, bah pour moi, c'est un peu comme de la musique. Tu vois, c'est-à-dire que, en gros, quand je leur dis, vous faites une technique, pour moi, c'est une partition. Tu vois, c'est une partition de musique. Tu travailles des drills, deux coups, bam, bam, et puis, tu sais, constamment, tu te repositionnes, mais tu sais, il faut pas que ça soit linéaire. Moi, je crois pas aux techniques linéaires, tu vois. En fait, ce que j'ai appris, c'est que avant, quand on faisait des démonstrations, par exemple à Bercy, tu fais des techniques linéaires parce que c'est pour
le show, tu vois, il faut que ça fasse vraiment très court, tu vois, et que ça soit rapide. Mais au final, moi, dans ma pratique, je suis pas du tout dans ce côté linéaire. Tu vois, je préfère casser et mettre du rythme. Et c'est comme quand on fait des lancas. Tu vois, des lancas, moi, je suis plus dans une interprétation du lanka de façon personnelle, mais aussi, faut donner une identité, tu vois, au lanka. C'est-à-dire que je suis pas, quand je fais mes lankas, je ne fais pas un lanka, tu vois, souvent, on le fait de façon, t'as le début, tu déroules jusqu'à la fin, tu vois. Mais moi, j'aime bien créer des rythmes différents, tu vois, clac, clac, cassé, rapidement, machin, etc. Et je trouve que c'est ça qui est hyper intéressant, c'est de pouvoir donner aussi une identité à ce que tu fais, tu vois. Yes, ouais, Je moi, comprends un peu si. mais là, on n'a peut-être pas le temps ce soir, mais le Lanka, c'est Oui, un oui, sujet bien à sûr, bien part. sûr, ouais, bien sûr, bien Mais sûr. effectivement, c'est un Ouais, sujet qui est vraiment intéressant. Moi, d'ailleurs, j'ai écrit un article de blog sur la pratique. J'ai appelé Faut-il pratiquer les katas? J'ai mis le langage mm, générique de japonais, où j'avais bien apporté cette question de la pratique des katas et comment ça s'explore et également à quoi ça sert. Et en fait, dans les arts martiaux tribaux, qu'ils soient indonésiens, africains, etc., souvent, il y a une logique de rentrer en transe derrière. Donc, effectivement, ce que tu dis, la logique de danse, ouais, rentrer en transe pour après aller au combat. Parce que quand on a un esprit lucide, on va pas au carton pour aller à la chasse au lion, quoi. Donc plutôt que exactement. de se saouler et de se torcher la gueule et d'être en état seconde puissance avec des substances externes Ah, donc, qui portent préjudice, et ben le fait de le lancer en transe permet de retrouver un peu l'animal primitif qu'on a en soi et après d'aller au combat. Et ça, c'est une Mm, dimension du Lanka qui est complètement oubliée aujourd'hui en fait, alors que c'était l'un des fondamentaux. Quand on parle du Lanka pour les formes, enfin pour techniques de combat, non, c'est pour la psychologie du combat en fait. mhm. C'est très très différent. Il y a une très grosse confusion, exactement comme quand on parle des mouvements d'animaux, etc., où beaucoup de personnes du coup singent des mouvements d'animaux. Enfin, c'est un cirque après. C'est pas ça. C'est comment je rentre dans la ouais, psychologie de l'animal exactement. et comment je fais rejaillir des choses qui sont dans le cerveau primitif à travers des mouvements en fait. Comment j'arrive à réactiver des choses par le mouvement qui sont dans mon cerveau primitif pour aller au combat. Ouais. Et c'est très très différent. Et ça, c'est quelque chose qui est complètement dévoyé aujourd'hui en fait. Mm. Mais bon, ça, Ah, c'est un sujet à part entière. Voilà. j'ai une anecdote là-dessus. C'était quand j'étais au championnat du monde en 2012. Il y avait une équipe combat aussi. Et l'équipe combat vietnamienne, quand ils étaient dans le coin du ring, c'était sur un ring, les combats. Et d'abord, avant de commencer le combat, ils faisaient une partie donc nous, c'était les Kuen, c'est les katas. Et ils faisaient une partie du kata face à l'adversaire. Et après, Mm. ils mettaient ses gants et après, ils se battaient. C'est le Et Haka de All Blacks, comme disait Alex là sur le rugby, c'est exactement ça. Le Haka de All Blacks, ça vient des tribus ouais, c'est aborigènes ça, ouais. aussi de Nouvelle-Zélande. Hein. C'est exactement ça. Hein. Effectivement, il y en a qui disent qu'il faut parler de Jurus en fait, et je suis d'accord. Effectivement, il y a une Oui, confusion c'est les chez nous, Jurus, on ouais. confond Jurus et Lanka. Mais bon, comme en France, on appelait ça Lanka. Je dirais après c'est qu'un nom quoi, mais effectivement, c'est des Et Jurus. pour revenir sur les lancas, moi, sur ma pratique, j'ai 2 cours par semaine. Donc, j'ai un cours qui est concentré sur le programme, qui est le mercredi, ça sera le mercredi soir. Les gens viennent et ils s'entraînent en fait que sur le programme. Et ensuite, le samedi matin, là, j'ai un cours donc plus arts martiaux et donc il va remplir plus le truc santé. Et j'ai remis les lancas dans ce cours-là. Donc, alors moi, mon cours, il est très, très cadré. On commence par de la méditation. Après, il y a des automassages de la médecine chinoise. Donc, pour faire circuler l'énergie. Donc, on apprend à faire circuler l'énergie par des automassages. Et après, j'ai du mouvement naturel, une petite partie comme ça, il y a 10 minutes. Et ensuite, après le mouvement naturel, c'est la technique. Donc, on travaille aujourd'hui sur crochet du droit ou autre chose, un truc comme ça. Et à un moment, il y a le Lanka. Et tous les samedis, il y a une partie de Lanka. Et tous les 3 mois, je travaille sur un Lanka différent, en fait. Donc là, Excellent. voilà, là, c'est travail Lanka, Lanka machette. Et donc là, on travaille Lanka machette en ce moment. Et on parlait justement du Lanka machette et du fait que tout le monde ne le fait pas pareil. Parce qu'il y a des élèves, parfois, ils me disent: Non, mais Stan, j'ai pas bien vu le mouvement que tu as fait là. Je dis: Mais c'est pas très grave en fait. Parce que la tranche, elle peut être faite comme ça, mais elle peut être faite aussi à l'horizontale. C'est à toi de choisir en fait selon l'interprétation que tu mets à ce moment-là. Et donc, du coup, les Lanka, je les ai remis. Alors, je les avais enlevés. Je les ai remis parce que j'ai commencé à trouver des réponses à la question à quoi sert le Lanka. D'ailleurs, en lisant l'article de Ronan, qui m'a donné des bonnes pistes. Et c'est vrai que c'est une méditation active, en fait. C'est une très bonne méditation active. Et il y a un essai qu'on peut faire, que peuvent faire les profs. C'est le moment où vos élèves, vous essayez de leur expliquer les choses et vous voyez que l'esprit est un peu ailleurs.
Vous les posez, vous faites faire le Lanka pendant 3 minutes et après vous reprenez votre explication. Et là, on voit que tout de suite, tout va mieux, quoi. Ils sont vraiment présents et ils sont prêts à écouter et à reprendre le travail comme il faut. Et donc, j'ai trouvé ça très, très intéressant. Et ensuite, à la partie santé, donc à la fin, j'ai pris les massages russes. Donc, Ah bah, par c'est rapport beaucoup. au combat russe et au système A, j'ai pris les massages russes et tous les 3 mois, pareil, ils changent de partie du corps. Et les élèves adorent les massages russes. Ils trouvent tous un truc, ils disent tous que vraiment ça détend Ah bah, moi, énormément. je suis un grand adepte, hein, et j'organise des stages de massage russe, moi. Donc, je peux Ah, te dire que je génial. connais. Et Ah, trop bien. ouais. Et Et donc moi, je fais voilà, le ouais. système à côté. Effectivement, le massage russe, c'est un massage exceptionnel. Je suis d'accord. Et donc voilà, donc la partie comme j'organise mes cours. Et donc pour revenir sur les passages de grade, du coup, bah, moi j'organise tous les 3 mois. Alors j'ai une explication pour ça, c'est que quand j'ai vécu mon premier passage de grade de ceinture noire à la FFKDA, quand j'ai passé ma ceinture noire d'arts martiaux vietnamiens, j'ai eu 11 sur 20. J'étais dégoûté parce que je m'étais préparé comme un fou. Et en fait, ils m'ont demandé des épreuves que je n'avais jamais révisées. Donc ça, on a de la chance au Punch Axilad de ne pas l'avoir parce que Franck a très bien structuré la chose et du coup, on passe des épreuves que tout le monde travaille. Alors Mais ça, c'est nouveau. Parce que quand j'ai commencé en 99, il n'y avait pas de passage de grade. Et je me souviens une fois, il y avait un des élèves qui dit ah, il y a un passage de grade dans 2 semaines, c'est quoi le programme? Et il nous avait répondu s'il demande, c'est que t'es pas au niveau. Et en fait, je pense que c'était un petit peu son truc parce qu'à l'époque, il n'avait pas encore structuré les choses. C'était un petit peu encore à la mode, à la, à la mode cow-boy, quoi. Mais, D'accord. mais je me souviens qu'après le gars, il avait fermé sa gueule, quoi. Mais finalement, pourquoi pas? et là, Objectivement, finalement. c'était quand j'ai eu voilà, quand j'ai eu le 11, j'étais dégoûté quoi. J'étais vraiment, j'ai dit mais non, mais j'ai travaillé comme un fou. Et du coup, quand j'ai passé mon CQP, j'ai pu discuter avec la personne de la FFKDA qui s'occupe de mettre en place les grades et qui s'occupe de mettre en place, de faire les réunions avec les enseignants, les experts, pour leur dire comment doivent se passer les grades. Et je lui dis, mais je comprends pas, pourquoi vous mettez des. Il explique les notes et il dit, de toute façon, on a dit aux profs de ne pas mettre au-dessus de 16 et pas mettre en dessous de 8. Et moi, je lui dis, mais attends, je comprends pas. Si vous dites de ne pas mettre en dessous de 8 ou pas mettre au-dessus de 16, à quoi elles servent les notes? Et je lui dis, pourquoi vous ne faites pas plutôt, bah, soit vous savez faire, soit vous ne savez pas faire, en fait. Soit tu sais pas. Il n'y a pas de. Je lui dis, allez, je te jure, je lui ai dit, mais faites-moi un 12 par exemple. Allez-y, faites-moi un Tsuki, faites-moi un 12. Ou alors maintenant un 14. J'ai dit, c'est pas possible en fait. Ah Et le non, gars, c'est le sûr. gars il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, c'est pas bête ce que tu es en train de dire. Et du coup, sur les passages de grade, il y a deux choses que je me suis rendu compte, c'est que déjà les notes, c'est très compliqué. Donc moi, je suis passé à, je prends le programme de Franck, et la personne soit sait faire, soit sait pas le faire. Selon des critères qui sont très simples. Voilà, rotation des hanches avec la cheville, 3 coups minimum, et, euh, et que la technique soit fluide et qu'il ne perd pas l'équilibre, quoi. Mais ça, tous les profs sont capables de le faire, même les gens qui ne sont pas profs, ils sont capables de voir si la personne a réussi ou pas. Et du coup, il n'y a plus cette notion un peu artistique, en fait, de se dire est-ce que la personne, elle est plus fluide, plus artistique, plus animale. Et je me suis rendu compte qu'avec cette façon de faire, les élèves apprenaient vite et étaient en confiance aussi. Ils avaient totalement confiance en moi et en eux. Parce qu'avant, quand je faisais des grades avec des notes, les élèves avaient tendance parfois à ne pas me faire confiance parce qu'ils se disaient bah, la personne va me juger en fait. Et puis quand tu mets des notes, c'est vraiment un jugement. Et donc là, le fait de dire tu sais faire ou tu sais pas faire, c'est moins un jugement. Parce que la personne, elle le sait quand elle rate. Quand elle rate, elle se dit ouais, ok, c'est vrai, j'ai glissé. Et du coup, les grades, voilà, je fais tous les 3 mois, ce qui permet de booster les gens, en fait, pas forcément pour qu'ils restent, mais pour qu'ils continuent à évoluer. Parce que j'ai des gens, en un mois, ils ont un niveau incroyable. Parce qu'ils ont déjà fait des arts martiaux avant ou des choses comme ça. Alors, par contre, les grades, c'est un accord entre moi et eux. C'est-à-dire que eux, ils doivent me dire je me sens prêt, et moi, je dois leur dire je te sens prêt. Et à ce moment-là, au bout de 3 mois, on peut passer le grade. Et généralement, c'est une fête entre les élèves. On se rassemble tous et on fait quelque chose d'assez festif où c'est très sérieux, hein, où ça bosse dur. Mais j'ai trouvé que les élèves, du coup, ils étaient très contents parce qu'ils étaient boostés et j'ai vu leur niveau évoluer très, très vite. Alors qu'en un an, parfois, j'ai des gens qui abandonnaient. Alors après, ça peut être une manière de tester, pourquoi pas. Mais j'ai vu des gens abandonner alors qu'ils avaient du talent. Et moi, j'aurais préféré qu'ils abandonnent au bout de 2 ans
en ayant trouvé et en pris tout ce qu'ils avaient à apprendre, plutôt qu'au bout d'un an en me disant, bah, Bien je m'en vais sûr. parce qu'en fait, je me fais chier dans ton cours, tu vois. Non, bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est clair, hein. De toute façon, ça, c'est la pédagogie, Voilà. etc. Puisque ça, encore une fois, hein, ça rentre dans le contexte pédagogique aussi, tout ça. C'est une grande question. Après, c'est un thème qui est vraiment, qui mérite d'être un jour, Yes. tu vois, Yes, qu'on ouais, dédie carrément. vraiment un live vraiment spécialement à la pédagogie. Je pense que ça peut être intéressant, tu vois. Hmm. Mais c'est clair, quoi. On a une Enfin, question qui à vient toi, tout à l'heure, là, qui revient depuis juste quelqu'un qui nous dit, parce que je regarde rapidement les questions, même Yes. on répond pas parce qu'on a dit qu'on abordait les questions après. Juste pour faire le lien, il y en a un qui dit la question que pensez-vous de Charles Jousseau et après du FISFO. Je donne mon avis très très vite avant qu'on reprenne le débat. Jousseau, moi j'adore son style. Quand j'ai commencé Pencheslat en 99, 3 semaines après, il donnait à peu près un stage là où j'apprenais. J'étais allé, c'était incroyable. C'est quelqu'un en plus qui a un gabarit similaire au mien. Donc moi, son Pelchak m'a beaucoup moins marqué parce qu'il a un gabarit très proche du mien et justement qui est adapté en gros à des profils plutôt standards. Moi, mon grand regret, c'est que du coup, ben voilà, il y a un petit peu, ils sont un peu fâchés avec Franck et tout ça, et avec d'autres. Il y a un petit peu un conflit de style. Je trouve vraiment très très dommage. Mais Charles Jousseau est un très très grand champion. Et moi, j'ai il avait fait des DVD quand il enseignait au Canal de Lourdes. Enfin, des DVD, c'était des VHS à l'époque. Moi, je les ai reconvertis après en DVD. Moi, je les ai tous. Donc, c'est quand il revenait d'Indonésie, hein, de chez Turpin. Donc, il faisait à l'époque encore du traditionnel et tout ça. C'était vraiment, c'est des DVD, c'est des VHS, c'est vraiment du collector, quoi. C'est une très grande richesse. Après, en faisant son FISFO de fait, il s'est orienté plus vers la garde du corps, sécurité et tout ça. Donc, il a pris un parti pris. Du coup, maintenant, il fait plus de traditionnel, pas de ce que je vois. Je trouve que du coup, peut-être qu'à cause de ça, il vient devenu un petit peu rigide. Néanmoins, j'aimerais pas me prendre de ses paluches parce que je pense qu'on te fait un tiger quand même, t'arrache encore bien la tête. Donc voilà, moi, Jousso, j'aime énormément son style. C'est quand même lui qui a mis le Penchak en France, hein, avec Maître Rabanne également. Donc un immense respect pour lui et je regrette vraiment, c'est très dommage qu'il y ait eu des conflits en interne. Voilà, les raisons, je m'en fous, enfin, c'est pas mon problème, mais c'est un petit peu dommage parce que justement, et le fait qu'on soit là tous les 4 ce soir, ça témoigne que on peut tout à fait être des pratiquants avec des approches variées et très bien s'entendre. Voilà, il n'y a aucune opposition. Carrément. Merci. Il y avait la question numéro 3. Je vais peut-être prendre le relais. On avait préparé Yes, une question et tout vas-y. ça. Alors moi, j'ai une question métaphysique. Une question métaphysique, en fait, qui est un petit peu, qui porte sur le sens de nos pratiques respectives et de vos pratiques respectives. Je pense que tous, on a des emplois du temps qui sont chargés par ailleurs. Je dirais, on fait pas du punch pour s'occuper. On est déjà vachement pris par nos boulots, nos vies pro, perso, etc. Et pourtant, on y consacre du temps. Et du coup, moi, j'aimerais savoir, voilà, quel est le sens que vous mettez à votre pratique? Qu'est-ce qui justifie que vous y passiez autant de temps finalement? Et derrière, qu'est-ce que ça vous apporte et qu'est-ce que vous allez chercher chez les autres? Alors, je vais d'abord passer la parole à Bona, peut-être. Bah écoute, je pense que on peut tous dire que c'est une passion, hein, pour nous quatre, hein. Tu vois, comme tu sais, on est tous bénévoles, hein, comme l'a dit Didier, hein, tu vois, quand on donne les cours, on y va. Tu vois, quand il pleut, quand il neige, on y va quand même. C'est pas pour rien, c'est parce qu'on aime enseigner. Moi, tu vois, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Tu vois, c'est transmettre en fait mes connaissances, voir en fait les élèves évoluer. Et même par rapport à ça, c'est que tu vois, moi, ma grande satisfaction, c'est de voir quelqu'un qui rentre chez moi avec un certain niveau, mais dans la globalité, pas que technique, machin, mais dans la globalité, tu vois, de son être, et ressortir différent. Tu vois, différent, mieux, heureusement, hein, niveau technique de penchak, etc. Mais mieux dans sa tête aussi, tu vois. Moi, parfois, j'ai des élèves qui sont timides, qui sont très timides. Ça, c'est des petits jeunes. Et parfois, je leur dis, mais allez, tu présentes une technique devant tout le monde. Donc, alors forcément, tu sais, ils ont un peu le stress, ils savent pas, tu sais, c'est pas des mecs qui sont hyper gradés, mais c'est pas grave. Moi, je donne cette confiance-là, tu vois. Et ce que je veux, c'est que au travers de l'enseignement, tu vois, c'est de les voir progresser et tu vois, être de moins en moins timide, tu vois, avoir cette confiance en eux, etc. Et c'est vraiment en fait cette chose, tu vois, ce truc-là qui me booste, tu vois, c'est vraiment cette envie de donner, de voir en fait les gens partager, enfin, qu'est-ce que je dis, de partager en fait, tu vois, le savoir et de te dire que bah, en fait, tu es là aussi pour accompagner, tu vois, les gens dans leur évolution. Mais c'est vraiment en fait une vocation, hein. Et on peut pas, tu vois, c'est des choses parfois qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est-à-dire Mm. enfin, j'imagine que vous tous, hein,
vous avez forcément un jour été confronté à, par exemple, voilà, il neige, c'est hyper compliqué. Tu peux rester chez toi, tu vois, dans ton canapé en disant, oh, moi, les gars, les cours est annulé, tu vois, je peux pas prendre la moto, je peux pas prendre la On est voiture, fatigué, quoi. on est fatigué. Mais on y va quand même, Ouais. tu vois. Et en fait, on est hyper content de retrouver en fait son groupe, de se dire que tu vois, il y a une émulation qui se fait, on est tous là à se serrer les coudes, tu vois, et c'est ça qui est hyper enrichissant, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça, tu vois, c'est ce qui me motive, en tout cas, dans ma partie, en tout cas, enseignement. Et je suis en phase. Et ce sur quoi je te rejoins, c'est que effectivement, on est des passionnés et je pense tous les quatre. En fait, quand les gens me disent, beaucoup de gens me disent, mais pourquoi tu consacres autant de temps? Et en fait, d'ailleurs, effectivement, il y a un truc qui est complètement irrationnel. C'est-à-dire qu'on a tous des boulots, des machins, C'est etc. On ça. est plus, et au moment, ce qui passe, c'est qu'on y passe beaucoup de temps. On peut pas vraiment l'expliquer. Enfin, il y a un côté un peu décalé par rapport à ce que ça devrait être, quoi. Et comme tu dis, le fait parfois, il y a un temps dégueulasse, on a pu même y aller. Alors parfois, on est content d'y aller. Après, moi, je trouve que le fait d'enseigner, ce qui est sympa, c'est que parfois, on n'a pas envie d'y aller. Et ben, tes profs, tu vas quand même, quoi. Ouais. Et en fait, moi, ce qui m'avait marqué, c'était mon prof de karaté à l'époque, un mec qui avait 55 ans, c'était un japonais, etc. Enfin, un mec un petit peu à l'ancienne, et il avait un niveau qui était monumental. Et je lui avais dit, mais t'as un niveau qui est de fou, t'as jamais voulu envie d'arrêter? Il m'avait dit, si, parfois j'ai eu envie d'arrêter, mais j'ai continué à m'entraîner, et à chaque fois, la passion est revenue. Et en fait, c'est un peu ça, quand t'es prof, tu peux pas dire, ah ben là, j'en ai marre, j'arrête, quoi. Ben, non, t'es prof, tu y vas, quoi. Et tu te démerdes. Et en fait, effectivement, comme tu dis, à chaque fois, putain, après, moi, j'y vais, j'ai la pêche, je suis content, enfin, c'est super, quoi. Ah, Donc, mais c'est je ça. te rejoins complètement, Benoît, sur ça. C'est clair. Bah, tu vois, par exemple, bah, tu sais bien, moi, j'ai failli arrêter à un moment, puisque bon, pour des raisons personnelles, c'est un peu compliqué. Enfin, tu vois, quand tu as une vie de famille aussi, tu sais, il y a des choses parfois qu'il faut savoir mettre de côté. Et pourtant, je suis encore là parce que tu sais, tu as beaucoup de mal en fait à décrocher. C'est Mm. vraiment quand tu es passionné, c'est ça en fait. Tout ce qu'on fait en fait, c'est irrationnel, quoi. Stanislas, tu prends le relais. Du coup, pareil, là, sur le sens, quel sens te donne à ta pratique? Qu'est-ce que ça Ouais. t'apporte? Et qu'est-ce Bah que moi, t'apporte aussi les autres, éventuellement? Ouais. comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est le sens, c'est en fait, j'ai la chance d'avoir ce premier souvenir d'arts martiaux, de vrais arts martiaux, où je me suis dit, je veux être maître, en fait. Où je me suis, euh, où je me suis dit, waouh, c'est génial et je veux faire ça. Et alors moi, j'ai la chance d'avoir arrêté. Comme ça, je connais ça, en fait. J'ai arrêté. Donc, la première fois, c'est quand j'ai quitté l'école Fond Nouveau Dao pour passer au Punchak Silat. J'ai arrêté pendant quelques mois. Mais la raison était plus dans le sens que je voulais donner à ma pratique. Et ensuite, donc, par ma vie perso, en fait, où j'ai eu des soucis, et je me suis dit, bah, peut-être qu'il faut que j'arrête les arts martiaux, et j'ai arrêté pendant un an. Et j'ai vécu un truc assez costaud au niveau de mes élèves, une belle anecdote là. Et du coup, j'ai arrêté pendant un an et j'ai repris en fait là, parce que comme vous avez dit, en fait, quand tu es passionné, bah, tu penses qu'à ça. Et finalement, tu te dis, mais non, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? En fait, je passe à côté de ce que j'aime. Et finalement, comme un maçon qui adore faire, travailler, construire et construire des choses, et ben, moi, je suis passionné par les arts martiaux et par le punchak silat. Et en fait, c'est ma vie, en fait. Et alors, moi, je suis bénévole, mais pas que. Je vis de ça, hein, je vis des arts martiaux. Mais malgré tout, je suis bénévole sur mes cours du samedi et du mercredi. Euh, parce que bah, je trouve que c'est important de le faire aussi comme ça, par passion. C'est vrai que ça ne me fait pas décrocher. Et à côté de ça, j'en vis parce que je me suis dit, mais non, mais il faut que je passe ma vie à faire ça, en fait. À faire ce que j'aime, pour plus avoir l'impression de travailler. Et du coup, donc ce que j'ai vécu l'année où j'ai arrêté et qui a donné encore plus de sens dans ma pratique, j'ai arrêté l'été, j'ai arrêté le punchak en la fin de la saison, juillet. Donc j'ai appelé tous les élèves, je dis écoutez, j'arrête, mais je vous invite à aller chez un autre prof de punchak à Montpellier pour continuer à pratiquer. Et, euh, donc tout se passe bien, les gens vont dans l'autre club. Et au cours d'année, j'ai envie de me réentraîner. Et donc j'appelle le prof et je lui dis, bah voilà, j'aimerais bien venir m'entraîner à la salle. Et il me dit, bah ouais, pas de souci, ça va faire plaisir à tout le monde. Viens. Et j'y vais pour y aller et on m'appelle, c'est le prof qui m'appelle et qui me dit, bah en fait, ne viens pas, les élèves ne veulent pas que tu viennes. Ouais.
Et je dis, enfin, c'est quoi exactement? Et il me dit, bah, ils veulent pas que tu viennes. Et je dis, bah, écoute, bouge pas, je vais les appeler. Et donc, j'ai appelé tout le monde. Et j'ai appelé tout le monde. Et j'aurais dit, bah, alors, tu veux pas que je vienne? Explique. Et du coup, ils m'ont expliqué qu'en fait, ils s'étaient sentis trahis par le fait que j'arrête. Euh, du coup, ils avaient peur que si je revienne, je pique la place du prof, machin et tout. Enfin, un délire. Et du coup, j'ai dit, ah, ok, d'accord. Bah, je dis, bah non, moi, je voulais juste venir m'entraîner. Et donc, le prof me rappelle, parce qu'il me dit, bah oui, après, si tu veux venir t'entraîner, vas-y, viens. Et le prof me rappelle finalement et me dit, non, en fait, c'est moi qui décide que tu viennes pas. Waouh, ok. Donc, le prof, les élèves, personne ne voulait que je revienne. Je dis, bon, bah, ok, je vais réfléchir, je vais méditer à ce qui vient de se passer. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans ma personnalité, dans ma vie, moi, si je pose pas de conditions avec les gens, et bah, je prends un retour assez. Parce que je donne, mais ça, les profs, on connaît tous, hein. Et à un moment, on prend un retour de bâton. Et ce qui s'est passé avec les nouveaux élèves que j'ai maintenant, c'est que d'entrée, je dis écoutez, moi, je veux devenir maître d'arts martiaux, donc je vais vous enseigner comme si vous vouliez aussi devenir des maîtres d'arts martiaux. Alors ça fait un peu le tri. Déjà, il y a des gens qui disent bon, bah, finalement, moi, je vais pas rester. Mais ceux qui restent, en tout cas, s'éclatent. Et je leur dis je suis pas votre père. Voilà, moi je suis pas votre père, je suis pas là pour vous sauver. Si l'art martial vous sauve de quelque chose, bah bravo, c'est vous qui l'avez fait, mais c'est pas moi qui vous sauve en fait. Et parce que j'avais vraiment l'impression d'être un sauveur sur le club où j'étais avant. Et donc ça m'a appris quelque chose. Et donc maintenant, je mets des conditions avec les gens. Je dis voilà, moi je suis prof, je suis là pour vous enseigner le punchak et c'est tout. Et si j'arrête, eh ben on peut continuer à être amis, il n'y a pas de souci. Et donc voilà mon sens des arts martiaux. Pour moi, on est là pour apprendre bah, ça m'a appris ça en fait. Et ça m'a appris en communication à savoir dire aux gens, voilà, on partage des choses ensemble. Là, on partage l'art martial, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que ça s'arrête. Et je suis très content d'avoir appris ça, ce qui me permet là en juin, par exemple, de retourner faire un stage avec mes anciens maîtres d'arts martiaux vietnamiens et que ça se passe très bien et que trahison ou de choses comme ça quoi. Donc ça m'a appris, voilà, ça m'a appris quelque chose et ça a donné Ouais, c'est du sens intéressant. encore plus. C'est intéressant. Et puis c'est violent comme expérience. C'est Ah, intéressant. c'est Ouais. bien. Et toi, Didier, du coup, Alors, bah, le sens de ton écoutez, pratique. ça m'a un peu Tu vois, tout tu nous as un dit, petit hein. peu expliqué ton parcours effectivement, mais du coup, quel sens tu mets derrière? Comme vous l'avez un peu tous dit, hein, c'est une passion qui prend énormément de temps. Outre le côté cours, à proprement parler, hein, on a tout l'aspect administratif aussi qu'on gère et qui n'est pas souvent visible, mais qui prend un temps de malade aussi. Les rendez-vous avec les mairies, enfin, l'administratif en général, hein, je parle, enfin, en termes global, hein, je parle. En gros, les élèves, on fait tout pour qu'ils soient au mieux, quoi, qu'ils arrivent et que le cours il se passe dans un lieu correct. Et on se voit avec des profs de l'association, donc du club, hors des cours pour préparer des cours, hors des cours pour préparer, pour penser à un tel, enfin, pour l'amener à tel ou tel niveau. Le soir, on y pense dans son lit. Enfin, ça prend de la place, quoi. Il n'y a pas de souci. C'est une passion, quoi. Et puis, ce qu'il faut aussi dire par rapport à la pratique, c'est qu'on a un contact avec les élèves qui est privilégié quand même. On a un contact, c'est presque intime, dans la mesure où quand on est avec les élèves, on sait des choses Les gars, quand des même. élèves. Non, mais je précise presque parce que on se rapproche de quelqu'un de façon assez proche. On sait où sont ses faiblesses, on sait où sont ses qualités. C'est assez psychologique dans l'histoire. Donc, c'est ce que j'apprécie aussi. Le côté contact assez privilégié. Comme disait Bouna, et comme un peu vous l'avez tous dit, hein, amener les gens à être meilleure personne, hein, au-delà de l'aspect sportif et martial. La confiance en soi, enfin, tous ces paramètres qui entrent en compte dans les cours. Du coup, nous, on est là pour. Et comme j'ai dit au début du live, hein, bon, moi, personnellement, mon ego, enfin, j'en ai pas par rapport à ça. Je le dis à tout le temps à mes élèves, le plus important, c'est le punchak, c'est pas moi. Donc, comme tu l'as dit, Stanislas, la martiale, c'est pas. Enfin, nous, on est des vecteurs, en fait. On n'est pas. Enfin, je me considère pas comme étant important, si important que ça. J'ai un ego avec ça qui est relativement normal, quoi. Et du coup, ouais, c'est une passion qui prend du temps, beaucoup de temps, mais nous, on compte pas, quoi. On est là pour les élèves. C'est marrant parce que vous insistez tous là, tous les trois, vachement sur
vous en tant que professeur en fait, alors que moi je suis ravi d'enseigner, hein, c'est super, hein, mais spontanément je pensais plus à la question, hein, qu'est-ce que ça nous apporte à nous, tu vois. Par exemple moi je sais que par exemple moi je suis un civil, enfin je suis père de famille, je suis marié, j'ai 2 enfants, je suis cadre dans une grande entreprise française de l'énergie et où j'ai déjà un peu de temps qui est juste lourdingue et du coup je me dis, mais finalement qu'est-ce qui ça justifie, pourquoi j'y passe autant de temps? Donc, il y a effectivement le côté un petit peu irrationnel, mais quand même, si je creuse un petit peu le sujet, comment je peux le justifier vis-à-vis de ma famille ou autre, par exemple, quoi. Et c'est vrai que moi, spontanément, je leur dis, mais moi, ça me permet vraiment d'explorer et d'optimiser mon potentiel physique et psychique. Moi, je suis également ultramarathonien. Je vais courir, je fais des raids un peu dans les quatre coins du monde en autosuffisance, dans des coins particulièrement durs, souvent qui sont très, très arides. Et si je fais le lien, en fait, c'est un peu mes 2 passions, hein, donc l'ultramarathon et les arts martiaux, donc penchak silat, et faire vraiment ce qui est derrière, si j'essaie de faire la connexion entre les deux, pourquoi finalement, qu'est-ce que je cherche à travers ces disciplines, c'est vraiment ça, quoi, ce travail de me découvrir à travers l'effort, et vraiment une sorte d'introspection intérieure par ces disciplines. Et quand on fait un combat, ou quand on va courir hein, dans le désert, etc., peu importe le statut social, peu importe la marque du vêtement, peu importe qu'il y a sur le compte en banque, mais il faut faire face à la peur, il faut faire face à soi-même et on peut pas tricher quoi. Et moi je pense que ce que je vais chercher, il y a beaucoup de ça finalement, cette sorte d'introspection et me découvrir par l'effort, en allant aller sur ces volets physiques et psychiques. Et après le fait d'être en pleine forme physique, bien sûr, ça rejaillit dans ma vie personnelle, familiale, professionnelle. Enfin moi le matin quand j'arrive au boulot, j'ai déjà 1 heure d'entraînement derrière moi, quoi. Parce que moi tous les matins j'ai une routine qui dure 1 heure où je fais de la mobilité, je fais de la méditation, du travail de respiration, des formes de corps, etc. Et après je prends une douche froide, machin, etc. Enfin tous les matins, moi comme mes collègues ils me disent comment ça va, comme un lundi matin ils me prennent leur café, moi j'arrive je suis opérationnel quoi, il y a pas de sujet quoi. Et le soir quand ils rentrent chez eux ils regardent Netflix. Moi, je suis en train de m'entraîner, quoi. Donc, on a quand même, c'est quand même très, très différent. Et je pense que finalement, cette pratique, cette passion, même si elle peut être un petit peu irrationnelle, finalement, elle rejaillit sur tous les aspects de ma vie de manière positive. Ouais, donc, finalement, moi, j'aime bien me dire que finalement, ok, j'ai une pratique de civil, je fais du bénévolat, mais finalement, je vois quand même que ça me permet quand même de voir beaucoup de bienfaits au quotidien, voilà, sur ma condition. Et puis sur autre chose, je vois aussi que par les arts martiaux, j'ai rencontré énormément de personnes, que ce soit au niveau de mes élèves, au niveau des gens que je côtoie, comme nous ce soir en fait, hein, que j'aurais jamais côtoyé sinon, d'environnements mais extrêmement variés en fait. Et c'est ce que je trouve super. Et pour moi, les arts martiaux, c'est ça en fait, c'est cette richesse, cette découverte aussi des autres à travers un art martial, quoi. Pour rebondir sur ce que tu dis, Ronan, c'est une petite parenthèse rapide. Hein. Le plaisir que j'ai à retrouver mes élèves et les profs de l'association quand je les vois à chaque fois que je vais en cours, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le même plaisir que je retrouve à te retrouver, notamment lorsqu'il y a des passages de grade et que j'amène mes élèves au passage de grade. Le plaisir il est identique en fait. Je sais pas, il y a un truc, évidemment, c'est pas chacun qui nous relie, mais il y a quelque chose, tu vois, ça crée une atmosphère particulière. On a toujours plaisir à se retrouver. Toujours. Même si, évidemment, on n'a pas contact, on a un contact qui n'est pas forcément hyper régulier. Sur Bona, c'est pareil, on a un contact via Facebook, mais quand on se croise, c'est toujours un plaisir intense, quoi. C'est toujours super, c'est toujours sympa. Oui, d'ailleurs, moi je me souviens, j'ai un élève à moi qui a fait un stage et qui t'avait vu, Ronan, et il avait suggéré qu'on fasse même un stage tous les deux. Un cours commun tous les deux, tu te souviens? Mais ça remonte un petit Oui, peu. exact. Oui, on n'a pas réussi à le mettre en place, mais pourtant, ça aurait été très sympa. Mais écoute, on se refera ça quand on pourra s'entraîner avec grand plaisir. Yes, ça marche. Et on pourra même faire des interstages, les gars, des trucs interclub. Pourquoi pas? Ouais, carrément. Clairement. Et ouais, moi, sur ce que tu dis, Ronan, en fait, c'est ce qui donne un peu du sens à notre vie. On m'avait posé la question de pourquoi tu fais des arts martiaux, parce que parfois, quand les gens font de la boxe anglaise ou du MMA, ils ont toujours une histoire un peu dure. Et c'est de cette souffrance que naît ce combat qui mène. Et moi, non, en fait, quand on m'a posé la question, je dis non, c'est juste que j'aime bien. C'est juste que j'adore les arts martiaux, en fait. Et en fait, ça donne du sens aussi à ma vie, dans le sens où moi, ce qui m'a réveillé un petit peu de mon état de léthargie quand j'étais jeune, quand on ne sait pas encore ce qu'on veut faire, c'est quand j'ai passé le BAFA. En fait, le BAFA, c'est pour devenir animateur. Moi, je suis directeur je suis formateur BAFA.
donc je forme les adultes avant, hein, et je fais beaucoup d'animation auprès des enfants. Et ce qui m'avait percuté quand j'ai passé le BAFA, c'était cet endroit où on t'a dit, tu es en sécurité, tu peux être qui tu es, personne ne te jugera et tout le monde va te respecter. Et j'ai fait, ah ouais, ça existe. Ah ok. Ah génial. Et là, ça, je l'ai retrouvé dans le dojo où j'ai pratiqué ensuite. Et je me suis dit, ok, on peut faire ça dans un dojo. Dans ce cas-là, ça veut dire que le dojo et ensuite l'extension du dojo peut devenir le monde dans lequel où j'ai envie de vivre en fait. Et où j'ai Tout à envie de fait. partager parce que je sais qu'il y aura du respect et qu'il y aura personne ne te jugera et si toi tu es garant de ça. Et en fait aujourd'hui on devient garant de ce respect, on devient garant de ce partage et de se créer une famille comme ça qui nous permet d'évoluer et de se sentir bien. Et donc moi c'est ça que je recherche en fait. C'est vraiment ça, je me crée mon monde un petit peu que je rêve en fait à travers l'art martial et à travers les gens que je côtoie. Et je transmets les valeurs, je partage ou pas des valeurs, et si les valeurs sont vraiment trop éloignées, généralement bah, les gens vont sur une autre planète. comme ça, ça se passe Reste bien. pas, c'est sûr. Et donc c'est un peu comme ça moi c'est ça qui me fait vibrer et c'est ça qui me fait évoluer personnellement dans la pratique des arts martiaux globalement. Ouais, merci pour vos témoignages. C'est intéressant de partager sur ce point-là, qui est un peu plus, on va dire, intimiste, parce qu'effectivement, là, c'est plus qu'est-ce que ça nous apporte à nous, quoi. Donc, je trouvais ça intéressant d'aborder cette question. Merci J'ai pour une vos anecdote témoignages. quand j'ai fait un stage de communication, parce que moi je fais des stages de communication non violente. Je suis fan de communication non violente, ça a sauvé des relations que j'ai. Et du coup, je fais des petits stages que je lis au Silat. Et j'ai un élève qui m'avait dit, parce qu'à un moment, je leur dis, moi, quand quelqu'un m'insulte dans la rue ou quoi, mais je passe en fait. Je n'ai jamais d'interaction avec cette personne. Très généralement, je m'en vais, ou je change de trottoir, ou je vois un gamin qui jette quelque chose par terre dans la rue, je vais pas voir le gamin. Je jette ce qu'il vient de jeter en fait. Je lui parle pas. Et mon élève me dit, mais du coup, comment tu fais pour que la société elle change? Et c'est vrai, ça nous impacte tous. On a tous envie parfois d'impacter sur la société, que ça se passe mieux. Ben, je dis, bah, qu'est-ce que je fais? Et ben, je dis, bah, regardez, vous êtes là, vous êtes 10, et je suis en train de vous transmettre de la communication non violente. Et voilà comment moi j'impacte la société. Et peut-être que vous, demain, bah, ça vous permettra d'être bien et de ne pas vous faire agresser. Mais je peux pas, je suis pas, on n'est pas Superman en fait. On n'est pas des super-héros, on n'est pas là pour sauver le monde. On est là pour être bien avec les gens qui nous entourent. Donc c'était petit, voilà, ça me faisait penser à ça en fait. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Bah, j'ai eu cette réponse par rapport à cette élève. Cool. Merci. Alors, on va peut-être passer à Didier, la tu vas question prendre le suivante. relais. Ouais, voilà, et on finira avec ça après parce que t'en passe. Ouais, voilà, on peut déborder. La question suivante serait de savoir comment s'adapter au contexte sanitaire, comment adapter nos cours, notre pratique au contexte sanitaire du coup. Alors, je vais passer la parole à Bonin. Décidément, je suis toujours le premier à passer, c'est pas possible, vous m'en voulez ou quoi? Allez, Non, mais écoutez, après moi c'est simple, hein. Je pense que on a tous été impactés par cette crise malheureusement et que bon, aujourd'hui encore on est dans l'incertitude. Donc moi en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai mis en place en fait des sessions extérieures que j'appelle ça les séances Style Athletics. Donc en fait c'est un combiné entre préparation physique puisque moi je porte beaucoup d'importance sur la préparation physique, les entraînements, etc. Conditionnement physique, préparation physique, etc. Mental et la partie SIDAT, tu vois, self-défense. Donc en gros, c'est des sessions que j'ai mis en place donc les dimanches matins, où en fait c'est ouvert à tous, tu vois, peu importe les niveaux. Et en gros, je permets aux gens qui ont envie de venir s'entraîner, de venir et de s'entraîner avec nous. Tu vois, c'est un moment vraiment de partage où tu vois, on laisse l'ego de côté, on est tous là pour s'entraîner tous ensemble. Et en plus de ça, c'est des exercices, par exemple pour la partie préparation physique, c'est vraiment des exercices que moi j'ai choisis qui sont pour moi les plus adaptés et le plus intéressants par rapport à ce dont quoi moi j'ai envie d'emmener en tout cas les personnes, tu vois. Et pareil, j'essaie d'apporter un côté ludique en fait à tout ça. Tu vois, par exemple, moi sur la dernière, j'appelle ça des épisodes. Tu vois, le dernier épisode que j'ai fait,
Donc, j'ai mis en place un système de parcours où tu vois, as des gens qui, tu sais, c'est un peu comme l'acrobranche, ils sont là, ils sont sur des cordes, etc. Je leur dis, ouais, bah, tu passes de là, mais tu tiendras une seule main. Alors, pour les gens, pour eux, ils se disent, bon, bah, c'est cool, c'est rigolo, etc. Mais mine de rien, en fait, bah, tu travailles l'équilibre, tu vois, la force, la dextérité, l'endurance. Et en fait, c'est plein de choses comme ça que j'essaie de mettre en place pour, si tu veux, bah, casser en fait cet ennui qu'on peut avoir quand on fait du sport, quoi. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on a Et un tu groupe trouves qui où est toutes top. ces idées? Parce que je vois, tu as une variété d'exercices quand je te vois avec les kettlebell pompes. Enfin, c'est fabuleux tout ce que tu fais. Moi, j'adore ce que tu présentes. Et je me dis, tu t'es formé avec des coachs sur ça ou Mais c'est une découverte non, bah, permanente? Enfin, comment c'est tu une t'es, découverte permanente, c'est une découverte. En fait, si tu veux, c'est que, en fait, moi, j'ai une faculté qui est de vite comprendre. Par exemple, bah, l'anatomie, par exemple, tu vois, comment fonctionne le corps. Et j'arrive à vraiment synthétiser, selon moi, hein, bien évidemment, ce qui serait le plus efficace, tu vois. Alors, il y a des milliards d'exercices, tu vois, il y a des milliards d'exercices, mais simplement, il y a des choses qui, pour moi, sont plus logiques et qui sont un raccourci, on va dire, entre guillemets, pour avoir, on va dire, un corps fonctionnel. Et après, en ce qui concerne la diversité des exercices, bah, c'est un peu ce qui découle en fait de cette réflexion-là. Tu vois? C'est-à-dire que là, je me dis, ah bah, si tu veux qu'une personne soit plus mobile, qu'est-ce qui serait intéressant de travailler, tu vois? Et là, tu réfléchis à ce genre de choses. Et comme je t'ai dit, moi, j'arrive à avoir une sorte de vision un peu 360 de, tu vois, des outils qui existent, tu vois, des différents exercices. Et puis, parfois, tu arrives à combiner des choses et ça crée des exercices un peu particuliers, quoi. bravo en tout cas, c'est super, hein, comme ton Ouais, travail, je le dis, Ouais, et super. je suis vraiment impressionné. Ouais. et oui, et puis par rapport à ça aussi, ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la partie, on va dire, actualité, bah, là, je suis en train de repenser, c'est que il y a un truc qui est intéressant, c'est que le fait justement d'ouvrir justement ces sessions-là un peu à tous, bah, tu t'adresses à un public qui est beaucoup plus large, etc. Tu vois, et ça, de fil en aiguille, ça te fait découvrir des choses, etc. Et les gens aussi te découvrent. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, malheureusement, là, avec cette histoire de Covid, c'est un peu décalé, retardé. Mais par exemple, moi, j'ai eu une opportunité, c'est d'aller proposer mon penchak, tu vois, ma vision du penchak, à la police de Phnom Penh, tu vois, au Cambodge. Donc, qui est quand même quelque chose qui est hyper fort, tu vois, surtout pour moi. Et pareil, tu vois, comment c'est arrivé là? C'est parce que, tu vois, il y a eu telle personne qui a vu ça a remonté petit à petit, et puis voilà, quoi, tu vois. Ouais, excellent. Il y en a qui posent une question, pourquoi il n'y a pas de club de AFR à Bruxelles? Écoute, à Bruxelles, il n'y a peut-être pas de club à AFR. En tout cas, à Bruxelles, il y a un très très bon expert d'arts martiaux que j'aime beaucoup, qui s'appelle Bertrand. Attends, le gars, il fait du jet kundo, il fait plein de trucs, avec un Ah super oui. état d'esprit. Comment il s'appelle, purée? Vous le connaissez, je suis sûr. David Bertrand. David Bertrand, voilà. À Bruxelles, avoir David Bertrand, un mec, je pense, en or. Moi, je le suis un petit peu son travail. Il a avoir un super état d'esprit, un top niveau, un passionné également. Et alors là, si j'étais toi, à Bruxelles, voilà, sans hésiter, c'est vers lui que j'irais, quoi. David Bertrand. Je lis en même temps les commentaires, c'est un petit aparté, mais voilà. Bah, Et moi, si du vous voulez, je peux switcher sur les adaptations que j'ai mis en place là pour. Donc, du coup, adaptation. Alors là, j'ai eu beaucoup de chance. Le club où je suis, le club Caméléon, c'est un institut de formation. Et donc, du coup, les gens qui voulaient continuer à pratiquer les arts martiaux ont pu s'inscrire en formation de boxe française pour devenir prof de boxe française. Et donc, du coup, ça permet d'avoir accès à ceux qui s'inscrivent à cette formation, qui est toujours ouverte d'ailleurs, de pratiquer la boxe française, la boxe anglaise, le stretch, le yoga et la self. Et donc, ça permet de continuer à pratiquer. Mais bien sûr, dans ce cas-là, il faut être prêt à faire une formation de moins un an, voire plus. Mais c'est une solution et il y a beaucoup de clubs qui réfléchissent du coup à ça, à ouvrir une cellule de formation
pour pouvoir continuer à pratiquer. D'accord. Donc c'est quelque chose qui peut se réfléchir si on aime bien les papiers. Si on aime bien les papiers et qu'on est prêt à s'investir, c'est une réflexion. Après, j'ai fait des cours en extérieur avec d'autres profs aussi. Quand on pouvait, parce que parfois on pouvait pas. Donc voilà, il y a eu les cours en extérieur. Et après, pour continuer de pratiquer, il y a aussi tout ce qui est le travail dans le cinéma. Donc moi, je suis cascadeur à côté. Et il faut pas être forcément cascadeur professionnel pour pouvoir continuer à faire des projets dans le cinéma. Et donc ça, c'est une solution pour les gens qui aiment bien faire des courts-métrages, des choses comme ça. Et comme vous avez des courts-métrages à préparer, vous aurez la possibilité de vous entraîner. Et donc c'est quelque chose sur lequel on peut se rapprocher pour continuer à s'entraîner. Puis il y a des gens aussi qui recherchent des combattants dans le ciné ou des choses comme ça. Comment je me suis adapté. Et puis après, j'ai proposé. Donc moi, je travaille au lieu où je suis, au Club Caméléon. Donc j'ai la chance d'avoir un dojo quand je m'entraîne, puisque c'est mon lieu de travail. Et j'ai proposé aussi des vidéos. C'est là où j'ai commencé ma chaîne YouTube en fait, où j'ai commencé à mettre donc des vidéos, plusieurs séries de vidéos sur la chaîne YouTube. C'est la chaîne AFR Montpellier. Et j'ai proposé aussi un coaching en ligne. Donc j'ai proposé des coachings en ligne et donc j'ai enregistré un paquet de vidéos pour des personnes qui seraient intéressées pour faire des coachings en ligne. D'accord. En tout cas, moi, je conseille vraiment aux gens de voir des vidéos Pure Self, qui s'appellent Pure Self sur YouTube. Parce que moi, en tout cas, j'ai trouvé vraiment très bien des vidéos parce que c'est sans prétention, tu vois, et c'est intelligent. C'est-à-dire que c'est de la vraie self, c'est-à-dire que tu vas pas jusqu'au conflit. Tu vois, tu proposes des solutions pour désarmer, en fait, justement, le conflit. Et je trouve que ça, c'est hyper intéressant parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de contenu où tu fais ci, ça, ouais, tu mets un coup de poing dans la tête, etc. Machin. Moi, la première fois que j'ai vu en fait une de tes vidéos, je m'attendais à ça, tu vois. Et au final, j'ai été hyper surpris de voir que non, l'action se finit. Et je me suis même dit, mais est-ce que tu vois, j'ai avancé un peu trop. Tu vois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, je me suis dit, mais en fait, c'est hyper intelligent et je trouve que c'est hyper intéressant justement la façon dont tu abordes justement la self. Tu vois, donc vraiment, je conseille aux gens d'aller voir tes vidéos. Pure Self, c'était vraiment l'aboutissement de ma vision de la self, en fait. Parce que je me suis jamais fait. Alors, on m'a dit, est-ce que tu t'es déjà fait agresser? Et je dis, au début, je disais non. Au début, je dis, non, je me suis jamais fait agresser. Alors pourquoi? C'est parce que j'ai jamais pris une droite. Mais en fait, quand j'ai réfléchi après, je me dis, oui, je me fais agresser tous les jours. Tous les jours, il y a un mec qui m'insulte parce que je vais pas assez vite devant lui en voiture. Et il m'est arrivé des trucs costauds, en fait, finalement. Mais j'ai toujours désamorcé la situation. Alors, grâce à la self et la confiance que ça m'a donné, et grâce aussi aux formations de communication non violente que j'avais fait. Et je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose à amener. Parce que quand on dit est-ce que la self, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, il y a un postulat de départ qui dit est-ce que toi, tu es là pour te battre? Et moi, mon postulat est là pour non, je veux pas me battre. Et donc, comme je veux pas me battre, il y a énormément de situations qui peuvent être désamorcées sans arriver au pied et au point, quoi. Ouais. Non, c'est clair, c'est pas mal. C'est vraiment. Merci, ouais, merci beaucoup. Et ça va continuer. On a prévu d'en tourner encore un paquet. En tout cas, nous, sur Paris, là, ce qu'on a continué à faire pendant le confinement, donc en fait, moi, j'ai mis tous mes cours, mais sur Zoom, du coup, à distance. Donc, aux horaires conventionnels. Donc, du coup, c'est en mode, en mode visio, quoi. Donc, moi, j'ai un bob derrière, je sais pas si ça se voit, là, avec les bras, là, voilà, il est au fond, là. Je le sors, je m'entraîne avec mon bob, mais sinon, donc, on a maté tous les cours. Et en complément, on a créé un petit fight club. C'est-à-dire que, la petite anecdote, c'est qu'à côté de là où j'habite, à tout près, là, à 100 mètres, il y a une cage de sport. Et parfois, je m'entraîne comme ça en boxe pied-point et tout ça. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres pratiquants de boxe pied-point qui étaient là. Et du coup, on s'est créé un petit WhatsApp. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, entre deux réunions de travail, on se donne rendez-vous, qui est disponible, et on enfile les gants, on se donne 3 coups dans la gueule, et après on repart bosser, quoi. Et c'était un petit peu ça le concept au départ. Et en fait, et du coup, c'est quand même plutôt sympa, quoi. Et du coup, c'est pas que des gens du club. On a aussi des gens qui font de la boxe anglaise et tout ça, enfin, qui viennent. Et du coup, c'est un moyen de continuer à s'entraîner, ou du coup,
comme ça dépend des disponibilités des gens, on est rarement plus de 3-4 à être disponible au même moment, en fait. Donc ça, c'est super pratique, quoi. Ouais. Et après, en termes d'entraînement individuel, moi, je continue à m'entraîner tous les matins. Moi, j'ai mes routines. Et je continue aussi à m'entraîner avec, en Systema et tout ça, en dashing avec des copains, enfin, avec des gens qui sont instructeurs. Voilà, on s'entraîne. J'ai quand même réussi du coup à garder une bonne dynamique. Et j'en ai profité aussi beaucoup pour lire. C'est con, mais les arts martiaux, c'est pas que de la mobilité, c'est bien de comprendre aussi la genèse, l'histoire. Moi, je lis beaucoup de bouquins, donc tant de l'époque féodale que des bouquins qui sont plus contemporains, enfin, pour bien comprendre l'évolution des arts martiaux, de la tradition jusqu'à la modernité. Et après, moi, je fais des fiches, je note beaucoup de choses. Et en fait, après, une fois que j'ai une vision consolidée et je dirais que j'ai pu m'approprier vraiment, ça s'est fait au bout de plusieurs années, sur un sujet, et ben après, j'écris un article de blog, quoi. Donc moi, j'ai mon blog qui est sur mon site internet. Nous aussi sur Medium. Et donc voilà, et j'ai encore une dizaine de sujets là que je suis en train de maturer progressivement. Et moi, je lis beaucoup aussi sur les arts martiaux. Je trouve ça super intéressant. Et aussi parce que souvent, c'est très ancré dans des cultures. Les bouquins de l'époque féodale japonaise, c'est écrit dans un langage. C'est des langages qui sont assez ésotériques pour nous parce que c'est aussi la structure du langage en fait qui veut ça. Et du coup, c'est vraiment intéressant de faire après le lien avec la pensée française en fin de compte, qui est beaucoup plus cartésienne, et du coup réussir à traduire ces visions féodales de l'autre bout du monde. C'est ça qui est marrant en fait. On dit il y a 3 siècles de l'autre bout du monde, et c'est de le retraduire un peu dans le mode de pensée de la pensée grecque et latine, quoi. Enfin, moi je me régale avec ça. C'est mon côté être un petit peu érudit, quoi. Mais pour moi, quand on est prof d'arts martiaux, ça fait partie du job en fait, d'être aussi un chercheur, voilà, de re-questionner les choses. Et ça, moi, je le fais beaucoup, et pas que sur le penchak silat, sur plein d'arts martiaux. Voilà. C'est vrai. Il y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose d'écrit sur le penchak silat parce que les gens au Japon, notamment les gens qui ont écrit, souvent c'était des castes nobles, un petit peu comme la chevalerie en Occident en fait. Donc ils ont laissé des choses, ils ont écrit. Les maîtres de sabre du 17e, 18e siècle ont laissé des choses. En penchak silat, c'était souvent des agriculteurs, des pêcheurs, des gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'études et qui n'ont pas pu écrire en fait. Et du coup, c'est un petit peu plus compliqué du coup d'avoir leur retour. Voilà. Et du coup, c'est bien de voir comment d'autres ont pensé, parce que les questions du combat, c'est l'histoire de l'humanité. L'humanité s'est battue depuis des temps. Donc, ouais, c'est clair, c'est clair. Après, moi, je trouve que il y a un truc qui est hyper intéressant dans ce que tu fais, c'est que tu intellectualises. Vraiment, moi, je trouve que tu as vraiment ce côté très intellectuel sur la pratique. Tu vois, et pareil, les gens, tu vois, j'invite les gens à aller voir ta chaîne YouTube aussi. Tu vois, je trouve que ce qui est vachement intéressant, c'est que tu fais beaucoup de vidéos qui sont différentes, tu vois, qui abordent vraiment l'aspect énergie interne, physique, technique traditionnelle, self. Pareil, tu vois, tu as la partie, quand je parle de côté intellectuel, c'est aussi avec ton blog, en fait, tu vois, avec tes articles que tu écris, c'est hyper pertinent, tu vois, et je trouve que ça montre en tout cas, tu vois, vraiment ta vision globale, tu vois, qu'on peut avoir sur l'univers des arts martiaux, tu vois, et pas forcément que, quand je dis arts martiaux, c'est vraiment très global et ça englobe vraiment, enfin, tu vois, l'aspect mental, historique, comme tu dis, tu vois, pratique, enfin, c'est vraiment, tu vois, un gros truc, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant ce que tu fais. le fait d'écrire aussi, oblige à structurer sa pensée. Parce que je lis beaucoup, j'ai une bibliothèque remplie de bouquins d'arts martiaux, et en fin de compte, au bout d'un moment, tu lis beaucoup de choses et tu dis mais finalement, mais qu'est-ce que je retiens de tout ça, quoi? Si je vais maintenant me forger une opinion, qu'est-ce que c'est, quoi? Et le fait d'écrire, ça oblige à structurer ça. Et ça, c'est long du coup, parce qu'il faut bien se mettre d'accord finalement sur finalement qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qui fait écho à ma pratique et à qui je suis, quoi. Donc moi, le fait d'écrire, en fait, j'écris en fait avant tout pour moi, quoi. C'est un petit peu ça, quoi, parce que moi, ça m'oblige, voilà, et de même que je pratique aussi beaucoup pour moi. Je suis très heureux de faire pratique, d'enseigner aux autres, mais moi aussi, je consacre beaucoup de temps. C'est pour moi également, quoi. Et après, Franck m'avait dit à une époque, écoute, Franck, tu peux être le meilleur du monde. Si tu es meilleur du monde dans ta cave, ça sert à rien, quoi.
Et au début, moi, je me voyais pas m'exposer. Je voulais pas ouvrir de chaîne YouTube. J'avais peur de me montrer un peu. Je trouve que ça faisait un petit côté un petit peu m'as-tu vu et tout ça. Et c'est Franck qui m'a dit, tu sais, la société a vachement évolué. Il faut se montrer et n'aie pas peur. Attends, t'as un niveau qui tu peux largement le faire maintenant. Et moi, je n'osais pas. Je me sentais pas légitime. Je me dis, mais non, je suis pas au niveau parce que peut-être que je me disais qu'il fallait avoir un niveau de là avant de commencer. Alors qu'en fait, non, il faut se lancer avec ce qu'on est, quoi. Et, euh, et, et finalement, voilà, ben, si là on est tous les quatre aussi là ce soir, c'est parce que ben voilà, on est visible, on se connaît. Sinon, si on était tous les quatre à s'entraîner dans la cave, on ne saurait même pas qu'on existe, quoi. Donc, c'est important de pas hésiter un moment à se lancer quand on pense que voilà, on a quelque chose à montrer qui a de la valeur. Et si c'est pas parfait, on s'en fout en fait. C'est notre mode de pensée ou notre pratique, là encore, à un moment donné, quoi. Et dans un an, elle sera différente. Et c'est pour ça qu'il faut aussi complètement déculpabiliser. Quand on réussit un combat, ça veut pas dire qu'on est un champion, ça veut dire que ce jour-là, à ce moment-là, ben, on a été bon. Et peut-être qu'une heure après, on serait une merde. Enfin, donc ça permet quand même de relativiser aussi beaucoup avec ce qu'on voit sur Internet. Parfois, les choses sont pas on n'est pas vraiment convaincu. Ben, peu importe. Enfin, je veux dire que peut-être que la personne, ce jour-là, elle était pas en forme. Peut-être qu'elle parle tellement bas que ce qu'elle monte là, c'est déjà pas mal finalement, quoi. Et il faut, enfin, c'est pour ça, voilà. C'est un petit aparté que j'aime bien souligner. Ok. Du coup, et moi, quand je vois Bonnard, je fantasme, tu vois. Quand je vois Bonnard faire des exercices, je fantasme, voilà. donc à notre niveau, on s'est adapté au contexte sanitaire en mettant à disposition des élèves des vidéos. Hein, nous, on s'est un peu centré sur le club. On n'est pas, je vais l'avouer, on n'a pas été. C'était un souhait de ne pas être totalement visible, de montrer les choses qu'on faisait en toujours à tous. Donc on a créé un groupe qui regroupait tous les élèves du club. Bien sûr. Et on a mis à disposition des vidéos, donc des routines, des vidéos à thème, donc de la self, du tradi, pour garder justement la motivation. Et voilà. Enfin, après, on compte aussi sur le fait que les élèves ils aient une passion et que la motivation soit toujours présente, mais on ne peut pas le garantir tous, tout le temps. Et je suis me rendre compte que certains de mes élèves, notamment, n'ont plus pratiqué depuis le confinement, quoi. Donc, ça, comme disait Stan, on ne juge pas. Du coup, je peux comprendre que nous, on s'entraîne à la maison, on continue à s'entraîner dehors, à la maison, peu importe, on continue tout le temps. Mais je peux admettre que certains aient une baisse de motivation ou qu'ils aient besoin des autres, de leurs camarades d'entraînement pour s'entraîner. Enfin, ça, je peux l'admettre. Du coup, pas de souci à ce niveau-là. J'ai maintenu aussi les cours en petit comité le samedi. Du coup, pareil, par rapport au contexte sanitaire, on n'a pas voulu être hors la loi. Du coup, on a gardé les cours, en cours du samedi, mais en très petit comité. Donc, parallèlement à ça, avec les vidéos, on se disait que l'un dans l'autre, ça allait au niveau de l'équilibre, ça passait bien. Et puis aussi, on ne sait pas comment l'avenir va se jouer, hein. Bien qu'on tend vers un déconfinement, mais on ne sait pas vraiment comment ça va se passer pour la suite. Du coup, on réfléchit à créer des contenus en ligne. J'aime pas trop parler de ça. Apprentissage à distance, e-learning, comme on dit maintenant. Pour moi, c'est pas vraiment compatible le e-learning parce qu'il faut de la présentiel, mais on pense à rentrer un petit peu dans ces choses-là avec du présentiel obligatoire, mais quand ça demande du temps et qu'on veut faire les choses bien, on est dans les tuyaux, mais c'est pas vraiment encore, on n'a pas commencé encore les choses, quoi. Mais on se dit que ça peut être un moyen de maintenir les cours, quoi qu'il arrive, et de maintenir la motivation des gens, quoi. Des pratiquants. Ok. Ouais. Ça marche. Il y en a qui veulent poser des questions. Il est 23h20. Ouais, C'est le moment des questions. On a un peu débordé sur le timing prévu. Il y en a qui demandent quand est-ce qu'on peut poser des questions. Bah, peut-être on peut prendre peut-être 10 minutes, puis après on clôture parce que bon. C'est ça. On fait ça. On clôt. Voilà. Et j'ai une question qui est passée tout à l'heure. Après le FISFO, il y avait qu'est-ce que vous pensez du Mastro Defense System? C'est marrant, il y a tous les styles qui passent sauf le nôtre. Non, alors Fred Mastro, moi je le connais un petit peu, j'ai fait plusieurs stages avec lui, j'adore ce qu'il fait, c'est un très beau travail. Il a donné un autre nom, mais ce qu'il fait c'est du pur silate en fait, hein. Il a donné son nom parce que c'est du marketing, avec encore une approche très sécurité, c'est le parti pris qu'il a pris lui aussi. J'aime beaucoup. La seule chose peut-être que parfois je reprocherais, mais bon,
c'est pas bien de critiquer, mais parfois il tendance à dire voilà, il montre la technique traditionnelle et en fait il a fait n'importe comment. Il dit vous voyez ça marche pas. J'ai adapté la technique et après il fait la bonne technique. Vous voyez voilà et là ça marche. Ouais, ben, forcément. Enfin, bon, c'est un petit peu ce que je pourrais lui reprocher. Mais globalement c'est un mec qui est très très bon. J'ai beaucoup de respect parce qu'il sait beaucoup se remettre en question. Et par exemple notamment il avait fait un combat de MMA, il s'était pris une énorme branlée. Enfin ça a fait pas mal de jaser, mais il a eu quand même le courage d'y aller. Et suite à ce combat il s'est rendu compte qu'il avait des lacunes. Il s'est mis au jiu-jitsu brésilien et tout ça. Enfin c'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Et pour ça il mérite vraiment tout mon respect. Voilà, Fred Mastro. Après encore une fois, alors, là je parle de Fred Mastro. Mastro Defense System, c'est un style. Pour moi, je dissocie bien le style des personnes. Fred Mastro, quelqu'un que je dirais très très bon. Moi, ses profs, ses instructeurs, je les connais pas tous. Hein, et encore une fois, ça dépend comment chacun s'approprie son style. J'en sais absolument rien. Hein, voilà, c'est comme dire qu'est-ce que vous pensez du penchak de l'AFR. Enfin, ça dépend de qui on parle. Qu'est-ce qu'il pratique, quel prof. Hein, ça veut pas dire grand-chose. Tel ou tel style. Pour moi, ça n'a pas beaucoup de valeur. Comme on disait à un moment, c'est l'appropriation individuelle qui en est faite, et après, c'est la compréhension de celui qui vous l'enseigne. Où est-ce qu'il en est dans sa compréhension du style? Est-ce qu'il pourra du coup vous aider à mûrir dedans? Voilà, c'est ce qu'on a envie d'aller, c'est ce qu'on a envie d'aller chercher aussi. Et parfois, on est compatible avec un certain art martial ou avec un prof parce qu'il répond à vraiment nos besoins ou alors, il nous fait aller dans des situations où on n'aimerait pas aller, mais où il faudrait qu'on aille. Et il le fait intelligemment. Et parfois, malheureusement, mais c'est comme ça, on tombe sur des gens où ça passe pas en fait. Et puis donc selon c'est pour ça que parfois on peut se dire, bah cette personne-là, comment elle enseigne, ça me plaît pas trop. Oui, mais ça te plaît pas trop à toi parce que toi, c'est pas ce que tu recherches. Mais pour les gens par exemple qui recherchent, je sais pas, hein, qui veulent être vraiment garde du corps et que ça cogne dur, bah il y a des styles de punchak où ils vont dire ah bah oui moi c'est exactement ce qu'il me faut. Par exemple je sais qu'il y a des gens dans le punchak qui font du combat parce qu'il y a des compétitions combat en punchak et moi par exemple je ne pourrais pas me diriger vers ça parce que je me casse tout le temps quelque chose. Et aujourd'hui ma vie elle est entre les arts martiaux et la cascade. Et si je me blesse, et ben mon métier s'arrête. Et donc je ne peux pas me permettre en fait. Alors que j'adore, hein, et heureusement donc là où le club de boxe où je suis, ils font de la boxe anglaise sur la philosophie de la boxe française. Et donc il y a un contact qui est très léger, c'est de la technique. Et pour moi, c'est super. Alors il y en a qui vont dire que c'est pas de la vraie boxe. Mais ouais, ok, si tu veux. Mais c'est pas parce que c'est toi ce que tu recherches et un truc où ça tape. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Je ne peux pas me permettre d'aller chercher ça, en fait. Et donc, ce qui est intéressant pour les gens, c'est trouver plutôt le chose dès que vous avez un truc qui ne vous convient pas, ben, dites pas c'est nul. Dites ça ne me convient pas. Allez chercher ce qui vous convient parce que ça existe. Vous allez trouver, en fait. Et, il y en a qui posent une question. Quel est votre coup technique préféré? Je vous laisse répondre. La technique préférée. Quelle est la question? Quel est votre coup, votre technique préférée? Ou votre favori? Ma technique préférée. Moi, je viens de low kick. Le low kick, j'aime bien. Ouais. Ça veut pas dire que je le place tout le temps. Le coup de pied croissant, j'aime bien. Ah, le coup de pied croissant, c'est cool aussi. Ah, je dirais le coup de pied écrasant vrillé dans la rotule. Ah ouais. On protège bien, on n'est pas exposé, ça part très vite. Et je le vrille dans la rotule et je sais que ça casse complètement les appuis. En fait, je me sens vraiment, alors en fait, je me sens en confiance avec la technique. Voilà. Et le tiger. Je sais que j'ai un tiger, j'arrive à assommer avec un tiger en prenant très peu d'élan. Ouais. J'ai une bonne ondulation du corps, c'est tout seul. Voilà, donc je n'arrête de. C'est un peu les spéciaux, en fait, cette technique qu'on répète des milliers de fois et qui fait qu'après, c'est une deuxième nature. Hein. Moi, c'est la frappe en prise d'initiative au niveau des points vitaux côté de la gorge. Ouais, je pense que celle-là, c'est une de mes préférées. Ouais. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a déjà dressé un bon petit panorama quand même. C'est pas mal là. Hein. C'est vraiment bien. Je pense qu'il était temps de conclure. En tout cas, moi, j'ai pris vachement de plaisir, en tout cas, à échanger avec vous. Il y avait une bonne énergie positive, c'était instructif.
Effectivement, Stanislas, je te connaissais moins que les autres, donc c'était aussi vraiment l'occasion de qu'on échange. Et c'est l'occasion aussi de saluer Didier que je connais, mais je ne te pas non plus au quotidien. Et Bona, je te suis assez régulièrement. Si rapidement, vous pouvez dire vos actualités, si vous pouvez dire un peu où est-ce qu'on peut vous retrouver au niveau des réseaux, et puis vos actualités, un peu ce que vous faites en ce moment. Vas-y, Ronan, commence un peu sur ce que tu moi, fais. mes actus, alors, sur les réseaux, moi, je suis sur YouTube principalement, c'est mon gros vecteur, mais après aussi sur Facebook, Instagram, et je suis un compte TikTok. Je mets des petits teasers, mais bon, c'est juste une entreprise. Tu fais de la danse. C'est pour les enfants de 10 ans, enfin, donc c'est mignon. Voilà. Et sinon, sur mes actus, là, on va reprendre les cours, du coup, en dehors, à partir de samedi, du coup, en forêt de Maison Lafitte, en dehors, en respectant les règles sanitaires, on sera un petit peu en distance et tout ça, parce que maintenant, ça fait quand même un petit bout de temps qu'on fait tout en live, c'est-à-dire à distance, on a vraiment envie de se retrouver et voilà. Donc les actus de tous les clubs qui sont impatients de certains blogs de reprendre en physique. Et là, nous, c'est samedi matin. Ouais. Yes. Didier, du coup? Alors, nous, on est visible sur YouTube, Facebook et Instagram. Et donc, du coup, nous, on continue les cours. Samedi, il aura lieu, hein, on aura un cours à l'extérieur, pareil. Voilà. Donc, retrouvez-nous sur tous les supports là. Venez, posez des questions. S'il y a des questions à poser, venez, pas de souci. On est là. Bona. Moi, actualité, par rapport à, comment dire, alors moi, je suis plus sur Instagram, hein, plus que sur YouTube. YouTube, j'utilise comme relais d'Instagram. En gros, quand je poste un truc, hop, je le mets aussi sur YouTube, etc. pour garder une trace visuelle pendant mon existence, oui, quand je ne serai plus là. Et puis surtout, ouais, c'est les sessions Sid Athletics qui sont visibles sur ma page Instagram et aussi sur YouTube. Donc voilà, prochaine séance, c'est dimanche prochain. Bon, tous ceux qui sont intéressés, qui sont sur Paris, vous pouvez venir. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je vous accueille. Donc, voilà. Yes. C'est marrant parce qu'on a eu des questions quand on a vu qu'il y avait des questions. Tu viens quand tu veux aussi. Hein. Comment? J'ai pas compris, pardon. Bona, quand tu passeras sur le Grand Est, tu viens quand tu veux, il n'y a pas de souci. Ah, oui, avec plaisir. Avec plaisir, avec plaisir. Et, par contre, moi, je viens à Nancy parce que ma belle famille est nancéenne, donc ça m'arrive d'aller. Ronan, pareil, tu viens quand tu veux. Un stage à 4. Ah ouais, c'est ça. Hein. Faut faire ça. Ah ouais. C'est sympathique. Un stage à 4 sur 2 jours. Sympa. Ça va être l'heure. Alors, on a eu un petit message de Mathias qui voulait savoir si on était juste prof ou si on continuait à s'entraîner. Alors, je sais pas si on peut répondre maintenant ou pas. Moi, avant d'être prof, je suis avant tout pratiquant, hein, qu'on soit clair. Donc moi, je m'entraîne beaucoup et encore une fois, dans d'autres styles, je me re-questionne énormément. Donc actuellement, j'ai arrêté vraiment les cours de boxe pied-point et de MMA en 2014. Par contre, je continue à pratiquer. Hein. Actuellement, par contre, je prends des cours encore moi en Systema, Dashin Kwan et yoga, Hatha yoga principalement et un peu Vinyasa. Et dans le Dasheng, il y a toute une partie santé qui sera proche de Qigong et une partie qui est plus martiale sur la préparation mentale. Voilà. Et je m'entraîne également, effectivement, après en penchak avec des élèves confirmés. On tourne. Et puis quand je peux, parfois, maintenant c'est un peu plus compliqué, mais avec des gens comme Mika, etc., j'aime bien quand on peut essayer de se retrouver, mais c'est beaucoup plus rare, on va dire. Yes. Yes. Petite conclusion, du coup? Ouais, vas-y, Ronan, on te laisse conclure alors. J'étais parti, en tout cas, voilà, encore une fois, je vous l'ai dit, hein, j'étais vraiment ravi de faire ce live avec vous tous et on sent qu'il y a une bonne énergie et c'est vraiment le témoignage que, à travers un art martial, on peut avoir une diversité de pratiques et ça montre vraiment une variété qui est positive. Et ça montre aussi que les arts martiaux, c'est aussi un moyen d'épanouissement personnel et dans nos différents, quels que soient nos objectifs, en fin de compte, en fonction de nos fonctions en entreprise, de notre métier, de notre on voit que c'est vraiment des pratiques qui sont exceptionnelles pour s'épanouir au quotidien. Et je trouve qu'on a eu vraiment plusieurs témoignages ce soir qui mettent vraiment ça en avant. Et justement qui justifie, comme on disait à un moment, que c'est un petit peu irrationnel, mais finalement ça l'est pas complètement parce qu'on sent d'ailleurs c'est rejaillit quand même sur beaucoup de pans de nos vies respectives. Donc voilà, merci en tout cas pour ce live. Merci pour ceux qui nous ont suivis.
Yes, Si merci. vous voulez qu'on en fasse, bah, écoutez, dites-nous, envoyez-nous des messages privés à l'un ou à l'autre. Et si on voit que c'est une demande voilà, qui est générale, et ben du coup, on refera un live. Voilà, avec grand plaisir. Et puis si vous avez des questions, posez-les pareil par message et on verra comment on y répond.